La différence entre les chefs d'entreprise, les managers, les hommes d'affaires et les entrepreneurs. Ces quatre termes qui, en France, sont utilisés de façon complètement indistincte par les journalistes, par l'ensemble de l'écosystème, par la communauté. Par exemple, vous pouvez lire un article vous expliquant que Vincent Bolloré est un entrepreneur, ou que Bernard Arnault est un homme d'affaires, le lendemain c'est un manager et le surlendemain c'est un entrepreneur. Et en fait, ces quatre concepts sont utilisés de façon indistincte parce que finalement, on a relativement peu d'entrepreneurs en France. Donc on n'a pas suffisamment de gens pour que cette catégorie soit profondément et très très bien définie. La première chose, et c'est la chose la plus essentielle, et on va rentrer dans le détail après, mais un entrepreneur, ce n'est pas un chef d'entreprise. Pour une raison très très simple, c'est qu'une start-up n'est pas une entreprise. Ça peut vous paraître étonnant, mais en fait, chef d'entreprise, c'est un travail de salarié. Quand Tim Cook rejoint Apple, il ne crée pas Apple. Pourtant, il est le chef de l'entreprise Apple et toute décision que Tim Cook prend dans Apple est une décision de pouvoir. Souvent, on pense que l'entrepreneur est la personne de pouvoir. Ce n'est pas du tout le cas, ça peut l'être. Un entrepreneur peut devenir un chef d'entreprise. Prenez par exemple l'exemple de Larry Page de Google. Il a commencé comme entrepreneur en créant Google. Il est devenu un chef d'entreprise. Mais fondamentalement, les qualités qu'il faut pour être un entrepreneur ne sont pas les qualités qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs décident à un moment de passer la main à des chefs d'entreprise professionnels. Et c'est quelque chose qui en France est souvent vécu de façon assez traumatisante, qui ailleurs dans le monde l'est beaucoup moins. C'est un process beaucoup plus naturel. Et je pense que l'exemple que vous connaissez tous, c'est Richard Branson de Virgin. Puisque Richard Branson dans Virgin crée toujours les nouvelles activités, mais il n'en a jamais géré aucune. La seule qu'il a gérée, il a pris 7 millions de redressement fiscal et il a fait 1 an de prison avec sursis. Donc ça a été un antidote assez efficace dans sa vie sur le fait qu'être chef d'entreprise, c'était décidément pas pour lui. Il ne faut vraiment pas voir ça en question d'ego, etc. Et notamment, l'un des sujets, c'est quand les équipes se créent, et vous allez tous être confrontés à ça si vous créez une start-up, c'est qui est le chef. Parce que souvent, les entrepreneurs qui ne se connaissent pas, ils veulent tous être chefs dans le même groupe. Et pourtant, en fait, être chef, c'est pas possible. Il ne peut y avoir qu'un seul CEO, un seul Chief Executive Officer, directeur général, enfin, l'équivalent français, pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas, pour l'extérieur et pour les gens qui travaillent pour vous, les confronter à des situations « papa a dit oui, maman a dit non ». Et ça, c'est les pires situations parce que ça crée énormément de frustration et ça crée énormément de flou. Et je vais juste vous donner un exemple empirique qui me fascine. C'est dans la marine. La marine a compris ça il y a très longtemps, puisque quand un officier supérieur rentre sur le pont, l'officier inférieur doit sortir. Vous ne pouvez jamais avoir 2 officiers à la fois. Pourquoi? Parce que ça crée trop d'accidents. Vous savez, il y a un rocher, puis le type se dit « Ah, bah, le supérieur l'a vu ». Puis l'inférieur se dit « Ah, mais le supérieur se dit c'est tellement évident que l'inférieur l'a vu », et puis bam, le rocher il est pris, et personne n'a pris de décision. Parce qu'on se sent déresponsabilisé quand il y a 2 officiers sur le pont. Donc aujourd'hui, la règle, c'est quand un officier rentre sur le pont, l'autre officier sort. C'est un peu la même chose dans une start-up. La start-up, c'est le royaume de l'exécution. C'est un moment extrêmement particulier où tout ce que vous pensez qui a de l'importance, c'est-à-dire les idées, de prendre les bonnes décisions, etc., en fait, n'en a aucune. La seule chose qui a de l'importance, c'est d'avancer le plus vite possible. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les start-up qui réussissent le mieux sont celles qui font les plus grosses bêtises. C'est tout simplement parce qu'elles les font tellement vite et tellement fort qu'elles passent à la suite. C'est très différent dans le monde de l'entreprise. Un chef d'entreprise qui fait des erreurs est un mauvais chef d'entreprise. Et ça, c'est un autre élément, c'est le rapport au risque. Entre 0 à 1, vous n'avez rien à perdre. C'est un moment extrêmement particulier de votre vie. C'est un moment où, par définition, la seule chose que vous avez à perdre, c'est votre temps. Et ça, c'est un avantage unique et c'est un avantage dont peu d'entrepreneurs profitent parce qu'ils ont tendance, en fait, à se comporter comme s'ils avaient quelque chose à perdre. Par exemple, une des phrases qui m'amuse toujours parce qu'elle est très courante, en fait, chez les jeunes entrepreneurs, et j'espère qu'après coup d'État, c'est le genre de choses que vous ne penserez jamais,
Mais des entrepreneurs qui ont à peu près 50 utilisateurs sur leur plateforme vous disent « Ah, j'ai peur d'essayer ça, j'ai peur pour ma marque. » Ma marque. Alors, personne ne connaît la marque, personne ne connaît l'entreprise, et ils n'ont pas encore commencé et ils ont déjà peur de la perception qu'ils vont avoir. Quand Coca-Cola prend une décision, effectivement, il y a un impact de marque. C'est une marque à 100 ans, c'est une entreprise établie. Quand Coca-Cola prend une décision, elle a tout à perdre. Quand une start-up prend une décision, elle n'a strictement rien à perdre. Vous êtes déjà en faillite. Ce n'est pas très grave. La pire chose qui puisse arriver, c'est que vous restiez au même stade. Et réfléchissez à la structuration en fait, de ce qui se passe. C'est que vous pouvez avoir tort une infinité de fois, il suffit d'avoir raison une seule fois. C'est quand même un jeu assez enthousiasmant. Parce que même si vous n'êtes pas doué, vous finirez par réussir au bout d'un moment. Ça peut prendre très longtemps. Alors, il y a des gens qui ont de la chance, ils réussissent assez vite. Il y a des gens qui ont moins de chance, ils mettent longtemps à réussir. Mais finalement, en fait, c'est pas un problème. Et elle est là la différence fondamentale entre une entreprise et une start-up. C'est pour ça qu'un chef d'entreprise est quelqu'un dont la mission et la vocation est de réduire le risque et donc de prendre les bonnes décisions. Un entrepreneur, sa vocation est de maximiser les opportunités. Donc c'est extrêmement différent. Et notamment, l'une des choses à laquelle il faut penser, c'est le rapport à la réussite et le rapport à, quand je vais prendre une décision, qu'est-ce que ça va m'apporter comme résultat, comme outcome. Désolé pour les anglicismes, mais des fois, il n'y a vraiment pas de mot français. Outcome en français, bon. Pourquoi outcome? Parce que le point, il est, qu'est-ce que je vais en tirer de la décision que je vais prendre? Par exemple, un chef d'entreprise qui a 99% de chances de tout perdre. C'est une décision qui devient compliquée pour lui. Par contre, un entrepreneur qui a 1% de chance de gagner 1 milliard, c'est le meilleur des cas possibles. Parce que dans 99% des cas, il n'aura rien. Donc, c'est la situation dans laquelle il est déjà, donc ce n'est pas très grave, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment d'alternative. Mais si le 1% se réalise, dans ce cas-là, l'outcome est tel que ça valait le coup de prendre le risque. C'est pour ça que l'institution entrepreneuriale est liée au risque. Et en fait, vous savez, on n'arrête pas de dire il faut que les entrepreneurs apprennent à prendre des risques, etc. Mais si vous y réfléchissez un peu intellectuellement, en fait, c'est le seul moment où prendre des risques, ça ne coûte rien. Parce qu'à moins que vous mettiez votre maison en garantie et que vous commenciez à prendre ce genre de risque financier, bah, finalement, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Et là, il y a quelque chose qui a changé entre votre génération et la génération précédente d'entrepreneurs, c'est qu'il n'y a plus besoin de mettre sa maison en garantie pour créer une entreprise. Et ça, c'est un changement radical de la possibilité entrepreneuriale. C'est pour ça que jamais dans l'histoire de l'humanité, les opportunités ont été aussi fortes et aussi importantes. Donc, un entrepreneur, ce n'est pas un chef d'entreprise. Un entrepreneur, ce n'est pas un manager. Alors, expliquons-nous. Ça sert à quoi un manager? Un manager, c'est une institution qu'on a créée parce qu'il est impossible, passé une certaine taille, de pouvoir communiquer efficacement avec un groupe de gens sans qu'il y ait des relais intermédiaires. Vous savez, on se plaint souvent du fonctionnement des administrations. Je n'ai pas l'impression que les grandes banques fonctionnent mieux que les administrations. Je n'ai pas l'impression que EDF fonctionne mieux qu'une grande administration. Pourquoi? Parce qu'en fait, passer une certaine taille, c'est extrêmement dur de communiquer correctement. Et notamment, un des points, j'ai jamais vu une société en croissance qui grossit hyper rapidement ne pas avoir de problème. C'est une illusion. Donc, il faut des managers. Il faut des gens dans les entreprises qui vont réduire en fait ces frictions et qui vont essayer de rationaliser le rapport au travail des équipes pour éviter que chacun parte dans n'importe quel sens. Problème. Dans une start-up, si vous avez besoin d'un manager, c'est que vous n'êtes plus une start-up. Parce que la start-up, c'est le royaume de l'informel. Si dans une équipe, dans une petite équipe, vous avez besoin de quelqu'un qui a une autorité sur quoi faire et qu'est-ce que les gens doivent faire, vous n'êtes plus une start-up, vous êtes une société de service. Et donc, la fonction de manager, c'est une fonction, en fait, qui est liée à un moment extrêmement particulier et il faut faire très attention parce que
souvent, en fait, le besoin de manager exprime un problème beaucoup plus profond dans l'équipe fondatrice. Laissez-moi juste vous raconter une anecdote. Google, 3e année. Google a été fondé à une époque extraordinaire puisqu'ils ont été fondés 3 mois avant l'explosion de la bulle. Donc quand vous êtes 3 mois avant l'explosion de la bulle, vous pouvez prendre un bout de papier, aller voir des investisseurs et leur dire « Bonjour, je vais faire Google, j'aimerais avoir 50 millions de dollars s'il vous plaît ». Et les gens vous signent un chèque de 50 millions de dollars. C'est une situation assez incroyable. Et normalement, quand vous êtes en moment de bulle, vous êtes dans une telle spéculation et une telle tension que les 50 millions de dollars sont perdus en 1 an. Parce que tout coûte cher au moment d'une bulle. Non seulement vous trouvez de l'argent facilement, mais les employés coûtent cher parce que tout le monde a de l'argent. Donc les salaires sont extraordinairement élevés, les coûts sont extraordinairement élevés, etc., etc. Alors quand vous levez 50 millions parce que vous êtes dans une bulle et que la bulle explose 3 mois après et que tout le monde autour de vous fait faillite, sauf vous, parce que vous avez 50 millions, bah d'un seul coup, les salaires sont divisés par 10 et au lieu de tenir 18 ou 24 mois, qui était le plan initial de Google, bah vous avez assez de cash pour tenir 10 ans. Donc ça change complètement la perspective de votre entreprise. Et ça, c'est vraiment la particularité de Google, c'est ce coup de chance fondateur extraordinaire. Si Google avait été une entreprise de la bulle de plus, c'est pas sûr qu'ils seraient devenus le géant qu'ils sont devenus aujourd'hui. Parce qu'ils auraient été forcés de produire du revenu d'opportunités beaucoup plus rapidement que prévu, et ils auraient eu beaucoup moins de temps pour trouver un business model très original. Donc, on revient en arrière, vous êtes Larry Page et Sergey Brin, vous avez 60 employés, parce que quand même avec 50 millions, même pendant 10 ans, vous pouvez payer pas mal de gens en fait, et vous êtes dans la situation où vous avez sur les 50 employés 21 managers, et rien n'avance. Avant, votre produit était mis à jour toutes les semaines, puis d'un seul coup, il est mis à jour tous les 6 mois. Il y a un niveau de frustration dans l'entreprise générale. Les meilleurs éléments commencent à partir et vous ne comprenez pas pourquoi. Et pourtant, vous faites les choses bien. Vous avez lu à peu près tous les bouquins de management du monde. Vous avez mis des managers et des process et des reporting à tous les étages. Et pourtant, il ne se passe rien. Et il ne se passe rien parce qu'un jour, dans une réunion, un de leurs investisseurs leur dit « Mais les gars, c'est normal qu'il ne se passe rien. Vous avez mis des managers pour gérer une entreprise alors que vous êtes une start-up. » Alors, comme vous êtes en Californie et qu'il n'y a pas de droit du travail, vous virez les 21 managers de l'entreprise et vous passez de 60 personnes à 49. Et 1 an après, vous trouvez votre business model et vous gagnez 1 milliard par an. C'est une anecdote réelle, mais c'est une anecdote qui est fascinante parce qu'elle montre ce qui s'est passé. Elle montre que le fait d'avoir mis des managers, ça a mis l'entreprise en fait en contradiction avec son but à ce moment-là, qui était la recherche d'un business model. Vous savez, les gens, en général, ils font le travail qui est écrit sur leur carte de visite. Si vous écrivez sur la carte de visite de quelqu'un directeur commercial, eh ben, il va se comporter comme un directeur commercial. Et qu'est-ce que ça fait un directeur commercial? Ben, ça embauche des commerciaux et ça les gère. Sauf que quand vous ne savez pas ce que vous vendez et que vous ne savez pas à qui le vendre, ben, vous avez un problème parce que vous avez une structure dont le but politique est de vendre quelque chose, mais comme elle ne sait pas quoi vendre encore, eh ben, ça devient extrêmement empoisonnant et corrosif pour votre entreprise. Et des exemples comme ça, il y en a plutôt pas mal. Alors, Google est évidemment l'histoire la plus merveilleuse parce que ça s'est bien passé. Il y a aussi tous les cas où ils ont viré tout le monde et ils ont quand même fait faillite. Donc, évidemment, ce n'est pas explicatif. C'est une corrélation. Mais malgré tout, il y a un élément à avoir en tête. C'est que par définition, une équipe de start-up, c'est une petite équipe. Et par définition, c'est un fonctionnement informel où les gens apportent plus de valeur dans leur travail que de la valeur que vous avez besoin de tirer d'eux. Un bon employé dans une start-up, à votre niveau, quand vous commencez, c'est quelqu'un qui amène plus de travail qu'on lui demande d'en faire. Si vous avez des gens qui attendent et qui sont dans la position « Ah, je me demande ce que je dois faire aujourd'hui et je ne sais pas quoi faire aujourd'hui », ben en fait, vous avez un employé d'entreprise. Vous n'avez pas un employé de start-up. Et les employés de start-up sont d'une espèce très particulière. Et d'ailleurs, encore une fois, les employés de start-up ne deviennent pas forcément les bons employés en entreprise. Et ça, c'est l'autre problème des managers. C'est que pourquoi les managers ne sont pas des entrepreneurs? Parce que les managers sont dans l'anticipation. Or, dans l'entrepreneuriat, votre pire ennemi, c'est l'anticipation. Si vous commencez à croire que vous êtes assez intelligent pour prévoir le futur, vous avez perdu.
Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, au quotidien, se demande comment le monde a changé et comment les cartes ont changé et comment je peux réinterpréter l'ensemble de ces éléments pour voir si la décision que j'ai prise hier est encore la bonne ou pas. C'est extrêmement différent d'un manager dont le rôle est de planifier et de coordonner ce qui se passe. Le point, il est là, il est que normalement, une start-up n'a pas besoin de manager. Parce que c'est des gens qui, par définition, ont un rôle qui n'est pas un rôle pertinent à l'intérieur d'une start-up. Il est pertinent à l'intérieur d'une entreprise. Alors, la troisième figure, alors ça, c'est une figure, en plus, en France, on l'a, on en a beaucoup, en plus. C'est les hommes d'affaires. C'est une particularité française, c'est qu'en France, on reste un pays extrêmement capitalistique, donc le capital attire le capital assez mécaniquement, en fait. Dès que vous passez la barre des 100 millions, en fait, ça devient assez mécanique. Parce qu'il y en a tellement peu qu'il n'y a pas de concurrence entre eux, ils se connaissent tous, ils arrivent à prendre des positions. Mais c'est la position de l'homme d'affaires. La figure de l'entrepreneur en France est en fait la figure de l'homme d'affaires. Si vous prenez à peu près l'ensemble des types qui ont bâti des empires dans ce pays, ce n'est pas des entrepreneurs. Alors désolé de vous le dire, Xavier Niel n'est pas un entrepreneur. Il n'a jamais créé d'entreprise au sens entrepreneurial du terme. C'est un homme d'affaires d'exception. Je pense que dans le petit jeu Game of Thrones français, il est en train de marquer tous les points les plus exceptionnels. Mais ça ne peut pas être une figure de référence d'un point de vue entrepreneurial. Parce qu'il n'a jamais rien démarré de zéro au sens business model du terme. Il a démarré des entreprises de zéro, mais il n'a jamais démarré des startups. Et ça, c'est un point important. Il faut que vous l'ayez en tête. Il faut que vous compreniez les histoires qu'on vous raconte pour ne surtout pas vous comparer à elles dans votre démarche. Si vous vous comparez à ce genre d'histoire, vous allez devenir fou. Parce que vous allez comparer votre intérieur à l'extérieur que vous lisez dans la presse et qui est incompréhensible. Et l'histoire des Niel, Pinault, Arnault, Bolloré et tous ces gens qui ont bâti des empires industriels extraordinaires, c'est une histoire de mobilisation et de leverage, alors leverage de leur capital. Leverage, c'est effet de levier. C'est je prends quelque chose et je vois Erika qui sort le... je vais faire plus vite qu'elle. Le leverage, c'est le fait d'utiliser un actif pour avoir un effet de levier sur une situation. Donc un rapport de force. Free, par exemple, ça a été fondé parce que le business model de la téléphonie était hyper maîtrisé. Attention, ne croyez pas que quand on fait une entreprise, on ne peut pas être incroyablement innovant. Il l'a démontré. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Une entreprise peut innover. La différence, c'est qu'une entreprise, quand vous la créez, un homme d'affaires crée des entreprises, le business model, il est déjà connu. Il n'y a aucune incertitude. C'est la différence entre ouvrir une boulangerie et ouvrir une start-up. Quand vous ouvrez une boulangerie, il n'y a aucun doute sur le business model. Il faut faire du pain et il faut le vendre. Et vous le vendez au kilo et rapportez au prix à l'unité. Ce n'est pas très compliqué en fait. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être un boulanger d'exception. Moi, je trouve que ce que Eric Kaiser a fait dans la boulangerie est juste incroyable. Ça ne veut pas dire que le monde des affaires est dominé par l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en France, l'entrepreneuriat est un phénomène marginal dans le monde des affaires. Michel et Augustin, société qui fait rêver tout le monde. Ils sont super bons, leurs petits gâteaux. Mais Michel et Augustin, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de problème de business model. Maintenant, mettez-vous dans la situation d'être un Google. Reprenons Google. Vous avez un moteur de recherche où à peu près 1 milliard de personnes se connectent dessus et vous n'avez pas envie de mettre de la pub parce que vous trouvez ça moche. Ben là, vous êtes un entrepreneur. Parce que vous ne savez pas comment vous allez payer les serveurs. Vous voyez bien que les gens demandent quelque chose de façon fascinante. Vous voyez bien qu'il y a une demande géante pour ce que vous faites. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas comment gagner de l'argent. Et c'est « je ne sais pas comment gagner de l'argent » qui fonde l'entrepreneuriat. Alors des fois, il y a ce qu'on appelle des revenus d'opportunité. Prenons le cas de Facebook. Tiens, jouons à ce petit jeu. Facebook, start-up ou entreprise? Start-up. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pub sur Facebook est ce qu'on appelle un revenu d'opportunité. C'est-à-dire que c'est un moyen de gagner de l'argent, mais ce n'est pas un moyen scalable.
La seule façon pour eux aujourd'hui de vendre de la pub, c'est d'avoir des commerciaux qui appellent d'autres gens pour les convaincre de mettre de la pub. La pub self-service sur Facebook est marginale, contrairement à AdWords. Imaginez que chez Google, 95% des revenus sont faits sans aucune intervention humaine. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Chez Facebook, 95% du revenu se fait avec une intervention humaine. Puisque personne ne panne rien à leur interface de pub d'ailleurs. Donc ça pose problème. Mais pourquoi une entreprise pareille n'arrive pas à faire mieux? Pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas du tout envie que ce soit son business model. Aujourd'hui, toute l'équipe de Facebook essaie de trouver quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant. C'est leur quête permanente. C'est pour ça qu'ils veulent aller dans le paiement, c'est pour ça qu'ils veulent aller dans l'identité certifiée, c'est pour ça qu'ils ont fait Facebook Connect, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est un homme d'affaires? Un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui va utiliser son capital. Et d'ailleurs, en général, les hommes d'affaires s'allient à des entrepreneurs. Par exemple, l'une des histoires entrepreneuriales les plus extraordinaires en France, c'est Marc Veyrat et Neuf Télécom, qui est la rencontre entre un entrepreneur et un homme d'affaires. Et l'homme d'affaires, c'est Robert Louis Dreyfus. L'histoire, c'est un jour, un type vient et pitch Robert Louis Dreyfus en lui disant « Écoute, je ne sais pas trop ce qui va se passer dans ce monde, mais je pense que les télécommunications vont être très importantes, et notamment l'Internet, etc. Ça va être un plein boom. Je ne sais pas trop comment on va gagner de l'argent dans ce domaine, mais il faut prendre une position dès maintenant. On est dans les années 80. » Alors le type lui dit « Oui, bah, d'accord, mais comment on prend une position ?» Il dit « J'ai trouvé un robot, ça va dans les fleuves et ça ouvre le sable, et puis ça passe une fibre optique, et puis ça remet le sable derrière quand le bateau passe. Et donc on peut prendre, si vous regardez la carte française, les fleuves en fait couvrent à peu près tout le territoire. Donc si vous couvrez en fibre optique l'ensemble du territoire français, vous allez couvrir à peu près l'ensemble des rivières, etc. Et donc le territoire. Et donc le type lui dit « Bon, bah, pourquoi pas, voilà 5 millions, je prends 50% de la boîte, tu as 50% de la boîte. Ah, » c'est une autre époque, les valorisations ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis tu vas m'installer ces trucs-là. Donc lui il achète son bateau pour 5 millions. Et puis il va voir les sociétés les télécoms et il leur dit « Voilà, moi je peux vous passer de la fibre optique. » Donc, c'est une société de service, mais c'est une société de service qui est au service d'un projet plus grand, qui est que lui a l'ambition à un moment ou à un autre de transformer ça en quelque chose de scalable. Il ne sait pas encore comment, mais il se dit au cas où, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'un client va installer une fibre optique, je vais en installer une pour moi sans le dire à personne. Donc, il commence à passer pour France Télécom à l'époque des fibres optiques dans toutes les rivières de France. Puis il en installe une pour lui. Puis quand il a le plus grand réseau de fibre optique payé par France Télécom, et qui lui appartient, il se dit « Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans le data center. » Donc dans les années 90, il se met à l'embouchure des fleuves, et il ouvre des data centers, et il change de nom. Alors ça s'appelait la Société Fluviale de Téléphonie Française, je crois, quelque chose comme ça. Et il change de nom, et ça s'appelle la Société Française des Embouchures de Data Center. Imagination extraordinaire dans les noms. Et donc, il ouvre les data centers aux embouchures des fleuves et il va voir les opérateurs télécoms et il leur dit « Écoutez, vous êtes en galère, il y a une grosse croissance de trafic. Donc moi, ce que je vous propose, c'est à chaque fois que vous avez du surplus de trafic, vous l'envoyez vers ma data center. » Et donc, à nouveau, il se fait payer ses data centers par France Télécom. Et à chaque fois que France Télécom installe un serveur, il en installe un pour lui sans le dire à personne. Et donc, il commence à avoir le premier réseau de capacité téléphonique de France à l'ensemble des embouchures de tous les fleuves et de traitement de données. Et puis là, il y a un type qui se lance et il lance Free et le triplet. Puis le type se dit, tiens, c'est marrant, le type, il met l'Internet, la télé, le téléphone dans le même câble. Or, j'ai le deuxième plus beau réseau de France de câbles. Bon, ben, je vais changer de nom une troisième fois, Neuf Télécom. Et c'est comme ça que Neuf Télécom a été fondé. Et Neuf Télécom, comme vous le savez, a été racheté par je ne sais plus qui pour combien de milliards. Et ça scale puisque les clients supplémentaires dans Neuf Télécom coûtent moins cher que le client précédent.
Parce que ce qui a coûté très cher, c'est de mettre en place l'infrastructure. Mais en plus, il l'a fait sans aucun investissement, puisqu'il l'a fait payer par ses clients. Donc une société de service, et il est devenu une société qui scale. Donc vous voyez, c'est à la fois une attitude d'entrepreneur et une attitude d'homme d'affaires. Donc la frontière n'est pas aussi distincte que ça, et la frontière peut être floue. Ce n'est pas parce que vous avez envie à un moment ou un autre de faire quelque chose de scalable, donc quelque chose qui a des rendements croissants d'échelle, que ça ne peut pas commencer par une société de service. Vous pouvez très bien, et alors il y a des exemples plus américains, par exemple, qui connaît Basecamp? Ok. Alors Basecamp, c'est un logiciel qui permet de gérer des projets, qui est le logiciel le plus réussi du monde en termes de clientèle, puisque c'est 15 millions de clients dans le monde, quelque chose comme ça, ou 12 millions de clients, je ne sais plus. Et Basecamp a été fondé par une agence web. C'est une agence web qui faisait des contrats clients et qui, au bout d'un moment, en fait, en avait marre de gérer la relation client et a commencé à développer son propre logiciel pour faciliter la gestion de la relation client. Et puis d'autres agences ont vu ce logiciel et se sont dit « mais attends, c'est incroyable, est-ce que je ne peux pas l'utiliser ?» Ils ont commencé à le vendre et puis 10 ans plus tard, ils sont devenus Basecamp et ils ne sont plus du tout une agence web. Il faut comprendre que tout ça, en fait, est une histoire de moyens. Quelle que soit la façon, soit vous financez votre société par du capital, soit vous la financez par du service, mais tout ça n'est que des moyens au service d'une fin. Et alors, le dernier type, c'est l'entrepreneur. Donc si l'entrepreneur n'est ni un chef d'entreprise, ni un homme d'affaires, ni un manager, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va essayer de créer des business models scalables, répétables et profitables. C'est-à-dire qu'il va essayer de créer des sociétés qui ont des coûts fixes plus ou moins importants, mais des coûts variables marginaux. Prenons le cas de Kaiser. Kaiser, à chaque fois qu'il ouvre une boulangerie, la boulangerie supplémentaire coûte plus cher que la boulangerie précédente. C'est bizarre quand même, non? Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il passe un seuil en termes de nombre de boulangeries, il a besoin de rajouter des couches de management. Donc ce n'est pas scalable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas incroyablement profitable. Je vous souhaite tous d'avoir le patrimoine de Kaiser un jour. Encore une fois, entendons-nous bien, on ne parle pas de mieux ou moins bien, on parle d'un certain type. À la différence, la première requête de l'histoire de Google a coûté une fortune, puisqu'il a fallu rembourser les 3 ans de doctorat à Stanford, les serveurs, etc. La milliardième de requête coûte marginalement rien. Elle a juste coûté l'appel au serveur et le retour. Et donc, c'est ça un business scalable. Les entrepreneurs, leur but, c'est de faire ça. Alors, il y a 2 types d'entrepreneurs. Il y a un premier type qui est très, très, très à la mode en ce moment, que j'appelle, je ne sais pas si c'est le nom officiel, mais que j'appelle lifestyle entrepreneur. C'est des gens qui essayent de bâtir des choses scalables tout seuls, sans jamais avoir d'employés. Et qui essayent vraiment d'être dans la situation où, en fait, ils peuvent réaliser leur passion et ils essayent non pas d'optimiser leurs revenus, mais ils essayent d'optimiser leur temps libre. C'est un nouveau phénomène, c'est un phénomène extrêmement à la mode. Ça a été rendu très célèbre par un type qui s'appelle Tim Ferriss, qui a écrit un livre qui s'appelle The 4 Hours Workweek, qui est un livre qui explique comment ne travailler que 4 heures par semaine. Alors pour la petite anecdote, j'ai croisé plein de fois Tim Ferriss et à chaque fois que je l'ai croisé, il était en train de bosser. Et un jour, je lui ai dit, mais are you really working 4 hours a week? Et il m'a dit, no, it's fucking nightmare. Donc il n'a pas appliqué ces recettes, mais il y a des gens, il y a des Français, par exemple. Il y a un type assez fascinant qui s'appelle Olivier Roland, par exemple. Olivier Roland gagne des sommes considérables et il travaille réellement 1 heure par mois, je pense, pas beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il crée des outils profondément scalables qui n'ont besoin de personne en maintenance. Et donc, ils n'essayent pas d'optimiser leurs revenus, ils essayent d'optimiser leur temps. Expliquons-nous. J'ai un ami, il a écrit un livre qui s'appelle Evernote Essential. Evernote Essential, ça coûte $19,90 et c'est un livre qui vous donne tous les trucs et astuces pour utiliser Evernote. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Evernote ou pas, je vous le conseille vraiment.
C'est un logiciel génial pour garder note de tout ce que vous lisez, de toutes les idées que vous pouvez avoir, des photos que vous collectez. La vision d'Evernote, c'est d'être votre cerveau externalisé. Et or, le problème de Evernote, c'est que c'est un logiciel pas très user-friendly. C'est un logiciel qui a tendance à être un peu abrupt quand on le prend et qui crée beaucoup de frustration parce que beaucoup de gens savent que des gens utilisent Evernote et eux, quand ils essaient de l'utiliser, ils n'y arrivent pas, à passer la barrière. Donc Paul, il s'appelle Paul, il s'est dit, tiens, c'est génial, il y a une opportunité incroyable parce qu'il y a un problème, c'est que Evernote ne fait pas son boulot en termes d'user-boarding. Donc moi, je vais faire ce boulot pour 19,90 €. Je vais écrire un livre qui est le meilleur livre sur comment utiliser Evernote. Ça s'appelle Evernote Essential. Donc il a écrit le livre en 4 semaines. Donc il y a 4 semaines de travail intense. Et il a voulu vendre le livre. Alors il y a 2 types d'attitudes. Il y a l'attitude de l'entrepreneur classique qui va optimiser son revenu par rapport au temps. Et donc il va tout faire lui-même. Il va essayer de faire le marketing, etc. Puis il y a le lifestyle entrepreneur qui veut vraiment partir en Thaïlande la semaine prochaine et qui se dit, franchement, vaut mieux gagner 5% de 19 € sans rien faire que 100% de 19 € en travaillant beaucoup. Et donc, il a eu une idée extraordinaire, Paul, c'est que il a été sur toutes les plateformes d'affiliation du monde. Alors, une plateforme d'affiliation, c'est quoi? C'est une plateforme où des gens se proposent de faire du marketing pour vous en échange de commissions. Et il a remarqué que la commission moyenne offerte aux affiliés était de 30%. Donc Paul est un bon entrepreneur, c'est quelqu'un d'agressif. La première qualité de l'entrepreneur, c'est d'être agressif. Il a offert 98% de com. Résultat, à peu près 80% des affiliés de 80% des plateformes n'ont travaillé que pour lui. Résultat, il a vendu 9 millions d'exemplaires de son bouquin en 3 mois. Et 2% de 9 millions d'exemplaires, c'est quand même vachement mieux que 100% de 20 000 exemplaires. Et encore 20 000, je peux vous dire que tout seul, il faut ramer pour les atteindre. Et donc, vous voyez ce que c'est le lifestyle entrepreneur? C'est j'optimise mon temps par rapport à optimiser mon argent. Donc oui, je suis extrêmement généreux. Alors en plus, des gens lui ont dit, mais t'aurais pas dû offrir 98, je suis sûr que tu aurais offert 60. Et il a une réponse que je trouve extraordinaire d'intelligence à ça. Si j'avais offert 60, ça aurait donné la bonne idée à quelqu'un d'offrir 65, puis 70, puis on aurait quand même fini à 98. Au moins 98, ça a découragé tout le monde parce que je suis passé pour un phénomène complètement absurde. Et donc personne ne m'a copié. Parce que les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Et résultat, aujourd'hui, Evernote Essential continue à être vendu par des affiliés. Il a un revenu de centaines de milliers de dollars par mois. Et ça fait 3 ans qu'il ne travaille plus et ça fait 3 ans qu'il gagne de l'argent avec ce livre qui se propage dans l'Internet sans rien faire. Donc ça, c'est le lifestyle entrepreneur. C'est un type d'entrepreneuriat qui utilise toutes les règles de l'entrepreneuriat scalable, mais qui les hack pour ne pas optimiser le revenu. À la différence, par exemple, si Paul avait été Jeff Bezos, il n'aurait pas fait ça. Ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait essayé d'écrire un bouquin par semaine pour dominer l'ensemble de la publication logicielle dans le monde. C'est très différent comme démarche. Et donc, il va falloir qu'en tant qu'entrepreneur, vous fassiez tous un choix, qui est le choix d'Achille. Dans l'Iliade, il y a un passage où Achille hésite énormément à aller à la guerre de Troie. Et il parle avec sa grand-mère, il me semble, ou sa mère, non, c'est avec sa mère. Il parle avec sa mère et il dit à sa mère, est-ce que je dois aller faire la guerre ou pas, maman? Et sa maman lui dit, écoute, tu as un choix extrêmement simple. Le premier choix, c'est que tu vas rester ici et tu vas être heureux. Tu vas trouver une très très jolie femme. D'ailleurs, je vais te la présenter bientôt. Tu vas avoir des très beaux enfants avec elle. Tes enfants vont t'aimer, ils vont se souvenir de toi. Tes petits-enfants te respecteront. Et tes arrière-petits-enfants auront un souvenir ému de ta part. Et puis après, plus personne ne se souviendra de toi, mais personne ne saura qui tu es. Par contre, si tu vas à la guerre, mon fils, tu vas prendre plein de poussière dans la tronche, ça va être terrible, mais dans des milliers et des milliers d'années, Oussama te citera dans son cours « Startup de 0 à 1 » et tu seras vachement heureux. Et en fait, ce paradoxe, c'est le choix entre le bonheur et la gloire.
Et c'est un choix que tout le monde dans l'entrepreneuriat doit faire. Est-ce que vous faites ça pour être heureux ou est-ce que vous faites ça pour être célèbre? Ce n'est pas la même chose. Et il n'y a pas un choix qui est mieux que l'autre. Ce qui est terrible, c'est de ne pas faire de choix. Ce qui est terrible, c'est d'écouter des conseils de gens qui vous expliquent comment être heureux alors que vous voulez la gloire. Encore plus terrible, c'est d'écouter des conseils de gens qui veulent vous imposer la gloire alors que la seule chose que vous voulez, c'est être heureux. Donc au moins, si vous faites ce choix, consciemment, une fois dans votre vie, vous dites, bah, moi, pour les 5 prochaines années, je vais essayer d'être du côté du bonheur ou du côté de la gloire, bah, au moins, vous saurez filtrer ce qu'on vous raconte. Et vous prendrez des décisions beaucoup plus fortes et vous avancerez beaucoup plus rapidement. Vouloir gagner de l'argent, ce n'est pas une mauvaise raison d'être entrepreneur. Faire ça pour autre chose que l'argent, c'est pas mal non plus. Encore une fois, il n'y a pas de jugement moraux. Vous devez pas subir la pression de l'extérieur. Il y a des gens qui disent « Ah, mais l'argent ne peut pas être une motivation suffisante. » Ils n'ont jamais rencontré des gens greedy. Il y a des gens qui vivent très bien, qui prennent ça comme un critère de leur intelligence, l'argent qu'ils gagnent. Tant mieux, peu importe quel est votre moteur dans la vie. Que votre moteur soit de vouloir changer le monde ou de gagner de l'argent, ce qui est terrible, c'est de confondre ce qu'on fait. Tous les gens qui veulent changer le monde et qui sont obsédés par gagner de l'argent n'ont rien compris. Tous les gens qui veulent juste gagner de l'argent et qui prétendent vouloir changer le monde sont insupportables. Le point, c'est simplement d'être en accord entre ce que vous vous racontez à vous-même et ce que vous racontez aux autres, parce qu'au moins les gens sauront vous placer sur l'échiquier et sauront avoir le feedback correct avec vous. Donc le deuxième type d'entrepreneuriat, c'est les titans de l'effort. Alors ça, c'est un entrepreneuriat très particulier. C'est l'entrepreneuriat qu'on connaît en France, c'est les gens qui créent des sociétés de services. Par exemple, c'est tous ces gens qui ont créé Capgemini ou etc. Regardez ce que c'est créer Capgemini. Capgemini, c'est je trouve un client et je lui demande un contrat pour pouvoir embaucher des ingénieurs. Et j'ai 2 ingénieurs. Puis je trouve un deuxième client, puis j'en ai 4, puis 8, puis 16, puis 32, puis 64, puis 128. Puis comme ça, linéairement, tous les ans, je double ma taille. 256, 512, 1024, 2056, etc., etc., 5012. Et ça, c'est vraiment un effort de titan. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre en place des efforts pour scaler. Vous allez scaler, comme Starbucks, par exemple. Starbucks scale. Chaque Starbucks qui ouvre dans le monde coûte moins cher que le Starbucks précédent parce qu'il supprime des managers différents d'Eric Kaiser. Et on verra dans une séance pourquoi, quelle est la différence entre un Eric Kaiser et un Starbucks, pourquoi Starbucks scale et pourquoi Eric Kaiser ne scale pas, parce qu'il y a un choix extrêmement profond dans leur rapport au service. Et il y a des politiques qui sont faites et des choix stratégiques qui permettent à Starbucks de scaler, qui ne permettent pas à Eric Kaiser de scaler. Mais faut vraiment voir ça comme un travail de titan. C'est extrêmement dur, c'est extrêmement linéaire et c'est extrêmement long et intense. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui se projettent dans ce type-là d'entrepreneuriat. C'est pas l'entrepreneuriat, c'est pas la plus grande sinécure. Mais c'est tout à fait possible. Et c'est aussi un sujet qu'on va traiter dans Coup d'État. Le troisième, je les appelle les magiciens de la multitude. Alors, c'est une petite dédicace à notre troisième cofondateur, Nicolas Collin, qui a écrit un livre que je vous recommande tous, qui s'appelle L'âge de la multitude. Et en fait, pourquoi la multitude? La multitude, c'était pour trouver l'équivalent en français du mot people, qu'on n'a pas en français, people, donc multitude. C'est cette masse de gens informes qui produisent autant qu'ils consomment. Et il y a un nouveau type d'entrepreneuriat, c'est les magiciens. C'est ces gens qui vont être obsédés par la scalabilité la plus absolue. Et ces entrepreneurs sont majoritairement des entrepreneurs du numérique. Parce que le domaine où il est le plus simple de scaler en n'ayant aucune barrière à ce scale, c'est le numérique. Et ça, c'est le type d'entrepreneuriat qui nous intéressera le plus dans Coup d'État. Le but de Coup d'État, c'est de vous faire comprendre fondamentalement ce que c'est être un entrepreneur,
que ce soit un lifestyle entrepreneur, que ce soit un titan de l'effort ou un magicien de la multitude. Peu importe. Mais la grande thèse derrière coup d'État, c'est que les techniques de ces gens-là et les pratiques de ces magiciens, appliquées au business de service, c'est-à-dire au business de titan, vaut mieux être un titan magicien qu'un titan inculte. Et vaut mieux être un lifestyle entrepreneur qui comprend très très bien la scalabilité, même s'il décide d'optimiser le temps face aux revenus, plutôt qu'être un lifestyle entrepreneur qui meurt très vite face au manque d'opportunités. Donc en nous intéressant et en nous concentrant sur cette partie-là, qui sont les magiciens de la scalabilité, ça donnera des recettes pour quel que soit le type d'entrepreneuriat auquel vous voulez vous destiner. Mais c'est extrêmement important d'y réfléchir le plus tôt possible et de vous associer à des gens qui partagent ça. Moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai essayé d'être un magicien entouré de titans. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire. Et en plus, c'est extrêmement terrible parce qu'on ne se comprend pas. Vous voulez perdre de l'argent pendant des années pour essayer d'avoir quelque chose d'incroyable, et vous êtes entouré de gens qui ne comprennent pas pourquoi on ne va pas parler à EDF pour avoir un contrat de 100 000 €. Et alors, au début, vous prenez ça comme un élément en fait, d'incompréhension, mais en fait, c'est pire que ça. C'est un problème de désalignement culturel profond. La première règle d'une équipe fondatrice, c'est que vous devez trouver des gens qui partagent votre ambition. Ce n'est pas un problème de compétence. Vaut mieux quelqu'un d'incompétent qui partage votre ambition que quelqu'un de compétent où quand vous allez à gauche, il passe son temps à aller à droite. D'un seul coup, sa compétence ne sert à rien. Donc, à compétence égale, préférez quelqu'un qui vous est culturellement compatible sur ces choix-là, mais d'ailleurs, à compétence inégale, privilégiez ça aussi. Parce que c'est l'élément en fait le plus important. C'est est-ce qu'on veut aller dans le même sens? Est-ce qu'on veut aller dans le même chemin? Et c'est ça le point important. Alors, qu'est-ce qu'une start-up? Vous avez vu, on est parti de la figure des fonctions. On va descendre au point de l'ontologie des formes. Donc, qu'est-ce qu'une start-up? Retenez cette définition. C'est notre définition favorite. Elle est d'un type qui s'appelle Steve Blank. Je la trouve incroyable de clarté. Moi, ça a été mon moment eureka dans ma vie. C'est le jour où j'ai entendu cette phrase et je me suis dit, mais c'est tellement ça. Une start-up, c'est une organisation sociale temporaire, il manque le temporaire, ayant pour objectif de découvrir un business model scalable, profitable et répétable. Il y a une différence fondamentale entre exploiter et optimiser un business model, ça c'est le rôle de l'entreprise, avec le rôle d'une start-up qui est de découvrir quelque chose. Donc par définition, une start-up, elle porte en soi un projet de scalabilité profond. Elle est par intention créée pour être scalable. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle commence de façon scalable. On peut être opportuniste, on peut être tactique, on peut être stratège, on peut faire des choses non scalables pour réussir à scaler, mais on doit avoir comme intention profonde de chercher les rendements croissants d'échelle. Et il est là le point. Donc, surtout, ne croyez pas qu'on définit une start-up par sa taille. Ce n'est pas la taille qui compte dans ce milieu. Il y a des petites entreprises, il y a des grandes entreprises. Il y a des petites start-up, il y a des grandes start-up. Si là, imaginons que j'ai un peu bu et que je vous fasse un chèque de 100 millions d'euros et que je donne à ce jeune homme 100 millions d'euros, bravo. Ce jeune homme a en fait un problème énorme, c'est que maintenant il va devoir me les rendre. Parce que ce n'était pas une donation, c'était un investissement. Or, il est une start-up tant qu'il ne sait pas comment me les rendre. Il devient une entreprise le jour où il a un rendement clair sur le temps qu'il mettra à me les rendre. Moins de 10 ans, s'il te plaît. Elle est là la différence fondamentale. En France, on définit les startups par leur âge, on définit les startups par leur taille, on a une obsession nationale de la PME, on est obsédé par créer des petites entreprises, mais en fait, ça ne compte pas.
finalement, une petite entreprise, c'est quoi? Une petite entreprise, c'est une entreprise qui a essayé d'être grosse et qui s'est arrêtée à un endroit en chemin. Soit par volonté, soit par échec. Mais par définition, c'est un état de fait d'être une PME. Ça ne peut pas être un objectif. Une des phrases que j'entends extrêmement souvent, c'est « je veux aller travailler dans une start-up parce que je préfère l'environnement des petites entreprises aux grandes entreprises ». Si ça veut dire que vous voulez moins travailler, bah, en fait, ce n'est pas le bon endroit. Parce qu'en général, dans une start-up, on travaille plus que dans une grande entreprise. On doit vouloir rejoindre une start-up à la condition qu'on a envie fondamentalement de trouver un nouveau type de business model et qu'on a envie de construire quelque chose dont on n'avait jamais entendu avant. Et il est là le point. Cette distinction, elle est extrêmement importante. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous faites quelque chose de nouveau, vous allez vous retrouver dans la situation où c'est mentalement très difficile de savoir si vous êtes un fou ou un génie. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus gênant sur les entrepreneurs. Et je peux vous le dire, on en voit à longueur de journée à The Family, et on passe tout le temps notre temps à se dire, mais est-ce qu'il raconte des cracks ou est-ce qu'il y a le moindre fondement à ce qu'il raconte? Pourquoi? Parce que quand vous créez quelque chose de nouveau, par définition, vous êtes confronté à quelque chose qui n'est pas naturel, qui n'est pas quelque chose d'évident. Toutes les idées évidentes, elles ont déjà été faites. Lorsque vous pitchez votre idée, si les gens se disent « Ah oui, bah, oui, c'est la meilleure idée du monde », bah, en fait, vous avez un problème. Vous avez un problème parce que ça veut dire que c'est trop simple. C'est pas trop simple, c'est vous êtes confronté à quelque chose où soit les gens ne vous donnent pas le feedback réel, soit les gens vous donnent un feedback qui finalement est trop enthousiaste. Et les bonnes idées, elles ont toujours été faites. Les bonnes idées qui ont l'air d'être des bonnes, elles sont faites par les gens qui ont des moyens. La vraie opportunité, c'est l'ensemble des bonnes idées qui ont l'air d'être très mauvaises. Revenons un peu en arrière. Jouons à ce petit jeu. Est-ce que vous vous souvenez de la création de Google? Quand je vivais en Californie, j'avais un voisin, on lui a proposé d'être l'employé numéro 1 de Google, et il a répondu « Mais pourquoi un moteur de recherche? Ça ne sert à rien. » C'était quelqu'un de très intelligent. Il a fait Stanford, c'est un prof très réputé, il n'a vraiment pas un QI faible. Moi, la première fois que j'ai vu Facebook de ma vie, je me suis dit « Mais c'est quoi ce truc? Enfin, sérieusement, enfin, les gens vont vraiment mettre leur vie comme ça en ligne ?» La première fois que j'ai entendu parler de Uber, je me suis dit, ça va jamais tenir, les taxis vont tuer cette entreprise. Les VTC vont jamais réussir à passer la réglementation taxi. Aujourd'hui, il y a plus de Uber à Paris que de taxis G7. Et je ne vous parle pas des 60 autres villes dans le monde dans lesquelles ils sont. Donc, il faut que vous ayez en tête que vous allez vous confronter au fait que vous allez exprimer des choses qui ont l'air impossibles. Et le problème, c'est que la plupart des temps, ces choses qui sont impossibles que les entrepreneurs expriment sont en fait réellement des mauvaises idées. Parce que la majorité des mauvaises idées sont des mauvaises idées. C'est une toute petite minorité, les mauvaises idées, qui en fait sont des bonnes. Et donc la seule façon de voir si votre bonne idée est une bonne idée ou pas, c'est de la confronter aux autres. Alors je ne sais pas si dans la pièce, il y en a encore ici qui ont peur de parler de leur idée parce qu'ils ont peur de se la faire piquer. Mais crevons l'abcès directement là-dessus. J'ai jamais vu un type à qui on exprime une idée et qui dit « Oh là là, c'est génial, j'arrête tout dans ma vie et je vais aller la faire avant que tu la lances. Parce que moi, je suis un esprit machiavélique et je veux t'arnaquer. » Ça n'est jamais arrivé. On cherche encore un équivalent. Alors des fois, les gens disent « Oui, mais il y a des gens qui ont les moyens de faire ça. » Alors notamment, quand on va pitcher des agences. Moi, je le vois très souvent, des gens me disent « Ah, ouais, l'agence, elle pourrait mettre 3 devs et elle pourrait faire ça en 4 semaines. » Aucune boîte n'est créée dans le monde en 4 semaines. Il faudrait que le patron de l'agence se dise « Oh, c'est l'idée la plus géniale du monde. Je vais arrêter mon business d'agence qui tourne. Je vais virer tout le monde. Je vais prendre les meilleurs devs et je vais aller faire ça. »
Bah pareil, c'est jamais arrivé, parce que si les types, ils ont une agence, c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de faire du scalable et qu'ils aiment bien passer 6 mois par an en vacances. Donc, les gens font rarement des choses au hasard. Si les gens sont dans une agence, c'est pas parce qu'ils ont envie de scaler. Donc, les idées, la seule façon de savoir si elles sont bonnes ou pas, c'est de les confronter un maximum. Mais il y a un risque là-dedans. Le risque, c'est que vous soyez découragé par des gens qui n'y connaissent rien. Et c'est pour ça que cette définition est importante. Parce que cette définition, elle vous permettra de savoir, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a le moindre feedback pertinent pour moi, ou est-ce que je suis juste en train de parler à quelqu'un qui comprend strictement rien et qui juste n'a rien de pertinent à dire? C'est ce que les sondeurs appellent les tests de crédibilité. Qu'est-ce que c'est un test de crédibilité? C'est quand vous faites un sondage, vous mettez plein de questions, et à l'intérieur de ces questions, il y a une question piège. Par exemple, 2 plus 2 égale combien? Et tous les gens qui répondent 3 ou 5, eh ben, on ne regarde pas leur sondage. Et vous devez absolument bâtir des tests de crédibilité quand vous allez chercher du feedback. Vous devez toujours vous demander, est-ce que la personne à qui je suis en train de parler est pertinente ou pas? Ça ne sert à rien de vous arrêter sous prétexte que la personne n'est pas pertinente. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les feedbacks entre startups me stressent et m'énervent. C'est l'une des institutions que je déteste le plus au monde, c'est le feedback entre startups, parce que 99% du temps, et vous m'excuserez pour cette image, c'est des prépubères qui expliquent à des puceaux ce qu'il faut faire. C'est des gens qui sont biologiquement inaptes, qui expliquent à des gens qui ont envie de le faire et qui sont biologiquement aptes, comment le faire. Et en fait, c'est terrible, parce que vous croyez que c'est du brainstorming, vous croyez qu'on peut toujours avoir des idées, etc. Alors qu'en fait, c'est une perte de temps fondamentale. Il faut du feedback, il faut confronter, il ne faut pas rester enfermé, il faut écouter les autres. Il faut faire tout ça. Modulo, parler aux bonnes personnes. Il y a 3 types de bonnes personnes. Ce n'est pas très compliqué. Il y a les gens qui l'ont déjà fait. Donc, si vous êtes, par exemple, si vous allez chercher conseil auprès du fondateur de Michel et Augustin et que vous voulez faire une startup scalable, vous êtes mal. Parce que c'est l'un des types les plus brillants de la place. Je le dis publiquement, ce sera enregistré en vidéo. Je trouve que ces types-là sont dans le top 10 des chefs d'entreprise et hommes d'affaires de la place. Par contre, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'ils sont nuls? Je les fréquente à Sciences Po Entrepreneurs, je les ai vus donner du feedback à des startups, c'est une catastrophe. Parce qu'ils prennent n'importe quelle startup et ils essaient de la transformer en Michel et Augustin. Et parce que leur histoire a tellement bien fonctionné qu'ils pensent qu'il faut que toutes les histoires fonctionnent de la même façon. Mais le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est que par définition, ce n'est pas la même nature d'entreprise. Donc il faut faire très attention. Donc cherchez des gens qui l'ont déjà fait. Le deuxième type de personne qui est fondamental, c'est votre segment clientèle. C'est-à-dire les gens pour qui vous vous levez le matin et pour qui vous faites tout ça. Notamment, n'écoutez jamais des gens qui ne sont pas dans le segment clientèle. Par exemple, récemment, une de nos startups a fait un outil de RH. Donc leur segment clientèle, c'est les RH. Une autre de nos startups leur a dit « Votre homepage, elle n'est pas claire. J'ai rien compris. » L'entrepreneur s'est senti tout mal, s'est dit « Ah mince, il faut que je travaille sur ma homepage. » Voilà ce que j'ai dit aux 2 entrepreneurs. Celui qui a donné le feedback, je lui ai dit d'aller faire une boîte plutôt que de donner des feedbacks débiles. Parce que de toute évidence, il n'était pas RH. Donc quand on n'est pas la cible et quand on n'a jamais été RH, on n'a rien de pertinent à dire à quelqu'un qui est en train de faire une boîte dans la RH. Et alors, toutes ces histoires de « il faut que votre startup soit compréhensible en moins de 30 secondes par n'importe qui, et notamment un gamin de 4 ans », je sais pas d'où ces histoires circulent dans l'écosystème, mais c'est absurde. Si vous faites un logiciel de maths fondamentale pour des mathématiciens, je serais rassuré qu'un gamin de 4 ans ne comprenne pas en 30 secondes ce que vous êtes en train de faire.
Parce que de toute évidence, ce n'est pas votre segment, les gamins de 4 ans. Donc, être obsédé par à qui on parle pour savoir... Par contre, si vous faites un logiciel de maths fondamentale et que les mathématiciens ne comprennent rien à ce que vous faites, là, vous vous inquiétez très fort. Et oui, les mathématiciens doivent comprendre en moins de 30 secondes ce que vous faites. S'il y a besoin de plus de 30 secondes pour quelqu'un qui est votre cible pour comprendre ce que vous faites, vous avez perdu. Donc attention, c'est subtil cette histoire de 30 secondes et cette histoire de pitch. C'est pas universel. C'est pas n'importe qui doit, quand je pitch, c'est pas n'importe qui doit me comprendre. Non. C'est quand je pitch, les gens à qui je pitch doivent me comprendre. Ça veut aussi dire donc qu'on a besoin d'un pitch pour les dîners en ville. Parce qu'effectivement, quand on explique à ses parents ce qu'on fait, ou quand on explique à ses amis ce qu'on fait, on ne veut pas les assommer. Donc c'est pas mal d'avoir une version grand public. Mais ce n'est pas le focus. Et concernant la start-up en question qui a reçu ce feedback et qui a stressé, je lui ai dit, la seule chose qui compte, c'est quel est ton taux de conversion sur ta homepage. Est-ce que plus de la moitié des gens qui sont des RH qui arrivent sur ta homepage s'inscrivent ou pas? Si plus de la moitié des gens s'inscrivent, eh ben, ne change rien. Si moins de la moitié des gens s'inscrivent, change jusqu'à obtenir cette moitié. Et un taux de conversion pertinent, c'est-à-dire le nombre de gens qui vont être convaincus par rapport à une proposition qu'il leur est faite et quand ils sont dans le segment pertinent, le niveau moyen, ça devrait être la moitié des gens. Et surtout, il faut regarder ces statistiques à l'orée de ça. Il ne faut pas les regarder. Si vous avez le malheur de faire de la vanité, c'est-à-dire que si vous avez le malheur d'aller chercher, de simplement vouloir faire parler de vous. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai une start-up qui fait disons une solution, je n'ai pas envie que vous sachiez qui c'est, une solution pour grande entreprise. Ils ont obtenu un article dans 20 minutes. Ils étaient très fiers. On ne les a absolument pas félicités, on n'a pas tweeté l'article et on n'a pas mis l'article sur Facebook. Parce que quand vous faites des solutions de ce type-là, avoir un article dans 20 minutes, c'est extrêmement agréable, mais ça ne sert à rien. Et la chose la plus dure à faire en tant qu'entrepreneur, c'est tracer la ligne entre l'utile et l'agréable. Faire des choses utiles, ça aurait été avoir un article dans l'usine digitale. Ça aurait été utile. Passer ne serait-ce que 4 heures au téléphone, parce que ça prend à peu près 4 heures entre les appels, les interviews, les machins, convaincre le type de faire l'article, pour avoir un article dans 20 minutes que des types vont lire dans le métro et ils ne seront jamais clients, c'est agréable, on peut le montrer à sa maman, mais au-delà de ça, pas grand-chose. Donc, ne perdez jamais de vue que cette définition-là vous permettra en fait de faire la différence entre les gens que vous devez écouter ou pas. Et la troisième catégorie de gens que vous voulez écouter, dont les feedbacks sont importants, et c'est sans doute la catégorie la plus dangereuse, c'est les gens que vous essayez de convaincre et que vous avez besoin de convaincre. Alors c'est qui ces gens-là? Les investisseurs, les subventions, les aides, votre propriétaire, quand vous cherchez des bureaux. Je ne vous dis pas pour avoir un lieu comme ça ce que vous devez faire. Etc., etc. C'est une catégorie extrêmement dangereuse parce que ces gens-là, s'ils représentent un pass-fail test pour vous, vous êtes obligé d'écouter leur feedback et de changer votre business. Mais le problème, c'est quand ces gens-là ne sont pas votre deuxième catégorie. Ça peut créer des problèmes très graves. Je m'explique. Imaginons que vous fondiez, prenons un cas réel. Il y a un type en France, ce serait une bonne idée de le faire venir, qui a essayé de fonder l'équivalent d'une boîte américaine qui s'appelle Palantir et qui a essayé de la fonder 3 ans avant que Palantir soit créé. Alors, qu'est-ce que c'est Palantir? Vous pourrez aller voir, tu peux l'écrire. Palantir, c'est une société dont le but est de résoudre les grands problèmes de sécurité de l'humanité par l'informatique. Par exemple, c'est le logiciel que la CIA utilise pour grapper des données de façon non structurée et savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas.
C'est un logiciel en intelligence artificielle qui a permis de remonter l'ensemble des transactions de Madoff pour découvrir les circuits par lesquels Madoff a fait circuiter de l'argent dans les paradis fiscaux et retrouver de l'argent pour les victimes de Madoff. Leur logiciel a permis de retrouver 1 milliard sur les 120 milliards volés par Madoff. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà 1 milliard. Le reste ayant été dépensé. Leur logiciel permet par exemple à la police mexicaine de savoir où est la probabilité la plus forte d'avoir des crimes dans une soirée donnée, en partant des datas historiques, pour mieux piloter l'endroit où les flics vont être déployés dans la ville, etc., etc. La technologie qui est derrière Palantir est une technologie qui a été développée dans un labo français 3 ans avant que Palantir soit créé par des chercheurs français. Ces chercheurs français, ils ont eu une malchance par rapport à Palantir. C'est que Palantir, ils ont été voir Peter Thiel qui a fait un chèque de 31 millions de dollars. Peter Thiel, milliardaire, qui a été le premier chèque de l'histoire de Facebook. Les chercheurs français, ils ont été voir Oseo. Rigolez pas, les gars. Vous allez tous un jour aller voir Oseo. Ils ont été voir Oseo et Oseo a rien compris à leur pitch. Et alors, le gros problème de cette catégorie-là, c'est que ce que ces gens-là auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû raconter l'histoire que ces gens-là avaient envie d'entendre pour pouvoir avoir l'argent et faire la vraie histoire. Et ne surtout pas raconter l'histoire qu'ils avaient envie de raconter eux. Mais il y a un problème à ça, c'est que moi, la plupart des gens que j'ai vus raconter l'histoire que les gens avaient envie d'entendre, ils finissaient toujours par y croire à cette histoire. C'est extrêmement dur, en fait, d'être vraiment schizophrène. C'est que vous devez apprendre cette schizophrénie. Donc la troisième type de personnes dont vous devez écouter les feedbacks sont l'ensemble des gens dont votre vie dépend. Si vous faites le tour de tous les investisseurs et que tous les investisseurs disent non et que vous n'avez pas d'autre choix que de lever de l'argent, vous allez être obligé de changer votre projet pour convaincre les gens. Mais ça, c'est la pire situation. Si vous pouvez éviter au maximum de rentrer dans cette catégorie-là, vous serez toujours mieux. Et n'hésitez jamais, vous savez, vaut mieux ne pas faire un projet que mal le faire. Et des fois, simplement, les écosystèmes ne sont pas pertinents. Palantir, ça pouvait être créé que dans la vallée parce qu'il y avait besoin de trop de capital. Ces gens-là auraient dû déménager plutôt que se morfondre et devenir aigris. Passez du temps à lire ce qui a été fait avant vous. Ce sera jamais perdu. C'est inspirant, c'est enthousiasmant. Ça crée les bons réflexes. À force de lire la même chose écrite par 200 personnes différentes, on finit par y croire et on finit par en être convaincu, forcément. Et ça ne peut pas être une mauvaise chose. Mais vous devez comprendre que le monde a changé sur les 5 dernières années et il a changé de façon fondamentale. Donc je vais essayer de vous donner les caractéristiques de ce qui a changé. Ça vous permettra de trier les gens qui l'ont déjà fait et de savoir, quand les gens qui l'ont déjà fait vous parlent, est-ce qu'ils sont pertinents ou pas. Si je peux vous encourager à vous méfier d'une certaine catégorie de personnes, c'est les gens de la bulle. Les gens de la bulle sont tous les gens qui ont gagné de l'argent dans l'Internet entre 1995 et 2001. C'est des gens extrêmement dangereux d'un point de vue transmission du savoir parce que ce qu'ils ont fait est impossible à reproduire. Impossible. La bulle, vous n'avez pas connu, la plupart d'entre vous, mais c'était une époque qui était hors norme. À l'époque, il y a quand même des gens de 16 et 17 ans qui sont les fondateurs de jeuxvideo.com qui ont levé 100 millions d'euros alors qu'ils avaient 16 ans. Essayez d'aller lever 100 000 euros aujourd'hui à 16 ans, vous verrez l'ambiance. Et c'était un délire permanent. L'argent qui a été investi dans les startups sur ces 6 années, c'était de la folie. Je me souviens, il y a des gens qui faisaient des chèques en venant en voiture par la fenêtre de plusieurs millions. Et il y avait des gens qui faisaient des chèques parce qu'ils avaient appris que des gens avaient peut-être fait un chèque et ils avaient tellement peur de ne pas être dans le tour du type qui avait fait un chèque qu'ils envoyaient par la poste un chèque en espérant que le type l'encaisse et leur renvoie des actions. C'est un moment très particulier. Ces gens ont gagné beaucoup d'argent et ces gens ont gagné beaucoup d'argent et aujourd'hui, ils sont des figures assez prédominantes de notre écosystème, mais ils ont un problème, c'est qu'en fait, ils donnent tous le même conseil, faites un business plan et allez lever des fonds. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent.
En 2000, qui est l'année record en France, c'est plus de 30 milliards qui ont été investis dans les startups. L'année dernière, dans l'écosystème parisien, on est aux alentours de 300 millions d'investissements dans les startups. Vous voyez la différence de volume. Donc forcément, c'est plus la même époque. Il y a des choses qui ont profondément changé. La première chose, c'est que je pense vraiment qu'il vaut mieux créer une start-up aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et même en France. Vous savez, on nous pose souvent la question, est-ce qu'on peut entreprendre en France, etc., blablabla. Alors oui, on peut. C'est peut-être difficile, mais pas plus qu'ailleurs. Parce que tout ce qu'on perd par rapport à l'ailleurs, on gagne plein de choses. Par exemple, effectivement, dans la vallée, c'est un endroit assez favorable à la création d'entreprises. Mais c'est tellement favorable que tous les gens les plus ambitieux qui veulent créer des entreprises sont là-bas. Donc le niveau moyen de création d'entreprise, le niveau moyen de société créée est beaucoup plus haut. Donc en France, vous avez encore la chance que c'est un phénomène relativement marginal, la création de start-up. Donc la concurrence n'est pas encore très dure. Donc il y a encore de la place, il y a encore des opportunités. La deuxième chose, c'est que la valorisation des start-up n'a jamais été aussi haute. Alors qu'est-ce que c'est la valorisation ? La valorisation, c'est le montant que vaut une start-up au moment où un investisseur rentre dedans. Même en Europe, la valorisation des startups est élevée. Aujourd'hui, une startup qui est simplement une idée vaut à peu près 1 million d'euros. Si une startup vaut 1 million d'euros et quelqu'un met 200 000 euros dedans, il a à peu près 15% de la boîte. Parce qu'il a 200 000 euros sur 1 200 000. Ouais, on verra ces trucs techniques. Mais au moins, pour la théorie, là, tout de suite, la mécanique des valorisations est extrêmement favorable aux entrepreneurs en ce moment. Et elle n'a jamais été aussi favorable aux entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que si vous prenez les 20 plus grosses capitalisations boursières mondiales, vous avez dedans énormément de sociétés technologiques. Et ces sociétés technologiques, elles ont une caractéristique, enfin elles en ont plusieurs, mais elles ont énormément de cash dans des comptes en banque. Ce cash est bloqué dans des paradis fiscaux, ne peut pas revenir aux États-Unis. Et en plus, cette valo qui est incroyable est en fait extrêmement faible dans les ratios des marchés financiers. Dans les marchés financiers, une société en croissance se valorise à peu près 7 à 15 fois ses revenus. Aujourd'hui, la valorisation d'Apple, c'est 3 fois et demi ses revenus. Parce que les revenus d'Apple sont déjà dans des niveaux tellement considérables que le multiple qui lui est appliqué est bien en deçà du prix de marché. Ce qui fait que comme elles ont des valorisations extrêmement basses, extrêmement basses en multiples, mais extrêmement hautes en valeur absolue, ça tire mécaniquement le prix des acquisitions à la hausse. Sparrow a été racheté plusieurs millions d'euros par Google en France. Sparrow ne valait pas plusieurs millions d'euros. La façon dont on valorise une entreprise industrielle privée, en France, en moyenne, c'est 4 fois les revenus. Vous prenez le revenu, vous multipliez par 4, et ça donne la valorisation moyenne. Quand vous avez un premium, vous êtes à 7 fois. Sparrow, sans dire de bêtises, a dû être acheté 70 fois les revenus. Pour une raison très simple, c'est que les entreprises ne sont plus valorisées comme ça dans ce secteur. On valorise d'autres choses. On valorise les équipes, on valorise la position stratégique. Regardez WhatsApp. Est-ce que WhatsApp, 19 milliards, c'est un prix élevé ou pas pour Facebook? C'est toute évidence, pas une petite acquisition, mais ça valait le coup de l'acheter 19 milliards pour eux. Parce que le risque pour eux, ce n'était pas que WhatsApp soit trop cher. Le risque pour eux, c'est que WhatsApp soit racheté par quelqu'un d'autre et que ce soit dangereux pour eux et pour leur position stratégique. Le point, il est que, résultat, financièrement, c'est pas mal de faire des startups en ce moment. Alors, on peut rentrer dans un débat, est-ce que c'est légitime, pas légitime? Est-ce qu'on est dans une bulle, on n'est pas dans une bulle, je ne sais pas quoi. Je vais vous donner mon opinion très personnelle là-dessus. J'en sais rien et je m'en fiche complètement. Parce que ce qui compte, c'est que ce soit une opportunité. Point. Et ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, vous ayez un marché qui vous soit favorable.
Et il faut profiter de ça. Être entrepreneur, c'est pas être macroéconomiste. Être entrepreneur, c'est connaître la situation dehors pour savoir si ça vaut le coup de démarrer ou pas. Donc de toute évidence, en ce moment, ça vaut le coup. La deuxième chose, et alors ça va vous paraître un peu stellaire parce que vous êtes au tout début de votre histoire et je suis en train de vous parler d'introduction en bourse. Mais en fait, ça a un impact direct sur vous. Pourquoi? Parce que le fait que le marché des introductions en bourse a redémarré enfin, il était complètement bloqué depuis 2001, mais l'année dernière a été la plus belle année depuis 2001. Le fait que ce marché ait à nouveau redémarré, ça veut dire que plein de gens qui avaient de l'argent bloqué ont à nouveau de l'argent liquide et que donc mécaniquement ils vont investir et que donc mécaniquement beaucoup de gens vont vouloir faire des startups à cause de cette réalité. Et vous avez une chance incroyable, c'est qu'une boîte française qui est Criteo se soit introduite en bourse à plusieurs milliards de valorisation. Ça change tout pour l'écosystème. D'abord, parce que les VC français ont pour la première fois de leur histoire touché de l'argent. Résultat, les VC français, pour la première fois de leur histoire, peuvent lever de l'argent autre que public grâce à cette réussite. Et donc, les VC français, pour la première fois de leur histoire, vont avoir des moyens au-dessus du nombre de projets qu'ils reçoivent. Donc, ils vont être agressifs pour que de nouveaux projets se créent. Donc, le marché des IPO est hyper structurant pour vous parce qu'il a un impact direct sur le fait est-ce que ça vaut le coup de soutenir quelqu'un qui se lance ou pas. Et donc, le marché du financement dans les 3 ans qui viennent est extrêmement positif. Pensez à un truc tout bête. Le jour de l'introduction en bourse de Criteo, il y a 500 personnes à Paris qui sont devenues millionnaires. C'est mécanique en fait. Donc vous êtes passé d'un marché où vous avez 0 personnes qui peuvent mettre de l'argent dans votre startup à un marché où mécaniquement 500 personnes peuvent mettre de l'argent dans votre startup. Et attendez les autres intros qui arrivent en bourse. eBuzzing rentre en bourse. eBuzzing va produire 150 millionnaires de plus. Quelque chose comme ça. Etc. etc. Et je ne vous parle pas de Neolan qui a été revendu 600 millions l'année dernière en France. Donc, il y a un marché extrêmement positif. Alors, évidemment, on est à des échelles beaucoup plus petites que les États-Unis. Il ne faut pas rêver. Vous n'allez pas lever de 35 millions pour faire Palantir. Mais si vous avez besoin entre 500 000 et 1 million d'euros, aujourd'hui, ce n'est plus une étape dangereuse. Le financement entre 300 000 et 1 million d'euros est une étape largement passable en France maintenant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dur, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir quelque chose d'exceptionnel, mais au moins on est passé de l'impossible au très dur. Et il y a quand même une différence énorme entre l'impossible et le très dur. L'autre point, et alors ça c'est un point qui est à la fois un avantage sur ce qui a changé et un inconvénient, c'est que les barrières à l'entrée sont en train de disparaître. Ça n'a jamais été aussi facile de créer une start-up, ça veut dire 2 choses. La première chose, ça veut dire que c'est plus facile pour vous aujourd'hui de se lancer qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il fallait mettre sa maison en garantie. Aujourd'hui, il faut juste prendre un ordinateur et avoir 18 mois de chômage. Quand même plus simple. De l'autre côté, et alors là, c'est l'élément un peu perturbant, c'est que si c'est plus simple pour vous, c'est plus simple pour tout le monde. Donc, ça veut dire que la concurrence va être beaucoup, beaucoup plus dure qu'avant. Et ça, c'est un problème. Parce que d'un seul coup, vous allez vous retrouver dans la situation où vous êtes confronté non plus au risque de la concurrence passée, mais vous êtes confronté au risque de la concurrence future. La concurrence future, c'est tous les gens qui vont trouver que ce que vous faites est vachement bien et qui vont vous copier sans vergogne. Il y a même des entreprises comme Rocket Internet dont c'est le seul métier, c'est d'attendre que des gens comme vous trouvent des business models super intéressants et d'aller les copier dans 31 pays en moins de 8 semaines. C'est même devenu une industrie, en fait, cette concurrence future. Donc, bon élément, en même temps, ça met la barre plus haut. Alors ça, c'est un point extrêmement important. D'ailleurs, passe direct au slide d'après. C'est cet élément qui m'intéresse, qui va de pair avec celui-là. C'est que ça n'a jamais coûté si peu cher de faire une start-up. En 1995, une start-up en moyenne devait dépenser le jour du lancement, le jour de la création, entre 3 et 5 millions de dollars.
Pourquoi? Parce qu'il fallait acheter des choses qui aujourd'hui sont gratuites. Par exemple, vous deviez donner 1 million de dollars à Oracle juste pour avoir le droit d'avoir une base de données. Vous deviez donner 1 million de dollars à Sun Microsystems pour avoir des serveurs. Vous deviez donner 500 000 dollars à un prestataire de data center juste pour avoir votre serveur dans des baies. Donc créer une société à l'époque, c'était extrêmement compliqué dès le début. C'est même pour ça que l'industrie du VC était une industrie aussi réussie. Aujourd'hui, à Y Combinator, qui est l'accélérateur le plus réussi, en moyenne, Paul Graham dit que les startups dépensent moins de 20 000 dollars pour devenir rentables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut moins de 20 000 dollars en moyenne pour passer de l'idée à quelque chose qui gagne de l'argent et qui commence à payer les factures. Ça met les entreprises dans une situation où la possibilité de création n'a jamais été aussi élevée. Et ça, c'est une chance pour vous. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent se créer avec des financements très faibles. Et vous pouvez, à minima, commencer. Ça ne veut pas dire qu'après, vous n'avez pas besoin de financement pour scaler et pour devenir très gros et pour devenir un géant. Mais à minima, pour prouver que vous avez une bonne idée et que votre bonne idée est une bonne idée, bah, ça prend plus tant d'argent que ça. Évidemment, si vous avez la bonne équipe. Si vous avez une équipe incomplète, ce qui coûte cher aujourd'hui, c'est les talents. Mais si votre équipe est complète et si vous faites l'effort de créer une équipe fondatrice qui comprend l'ensemble des compétences nécessaires, vous êtes dans une situation où ça ne coûte pas si cher de vous lancer. Et notamment, il y a un phénomène dans lequel on fait partie, c'est que les incubateurs et les accélérateurs poussent comme des champignons. Je pense qu'en France, il y a plus d'incubateurs que de startups. C'est un vrai sujet. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça montre que les infrastructures pour aider les gens à démarrer n'ont jamais été aussi au point et n'ont jamais été aussi nombreuses. Regardez par exemple le cas de The Family, ce qui s'est passé en 9 mois. Enfin, bientôt 1 an. On a été créé le 26 mars dernier. Aujourd'hui, on est dans ce lieu. Moi, ça me paraît complètement irréaliste. Alors, c'est énormément de très bon travail de l'ensemble de l'équipe, mais c'est surtout un marché qui est extrêmement positif et extrêmement favorable. Si on n'était pas dans un marché aussi favorable et s'il n'y avait pas autant de gens qui veulent créer leur boîte et s'il n'y avait pas autant de gens qui réussissent leur entreprise, ça ne servirait à rien ce qu'on fait. Et notre succès est aussi en fait le succès de l'écosystème de très loin. Beaucoup plus le succès de l'écosystème que le nôtre d'ailleurs en fait. C'est la différence entre faire une boîte contre le vent et faire une boîte portée par un tsunami. D'un seul coup, c'est beaucoup plus simple de surfer. Et ça, c'est quand même pas mal parce que les barrières n'ont jamais été aussi faibles. L'autre point, c'est que, et ça c'est un point qu'on constate à The Family, c'est que le monde est de plus en plus un marché unique. Nous, on constate que nos entreprises B2B ont plus de facilité à trouver des clients aux États-Unis, alors qu'elles sont en France, par téléphone, qu'en personne en France. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont besoin de déménager, parce qu'elles ont un avantage comparable incroyable par rapport aux entreprises américaines, c'est qu'elles ont des ingénieurs à 1/10 du coût. Et donc, comme le marché commercial est un marché de plus en plus homogène, mais que le marché des talents est un marché de plus en plus concurrentiel dans les points d'écosystèmes qui grandissent, ça devient en fait, pour tous ces écosystèmes à la périphérie de l'Empire, une opportunité incroyable. Parce que d'un seul coup, vous pouvez créer des boîtes qui sont fabriquées en France et qui sont made in France, mais qui sont vendues partout dans le monde. Et vraiment, j'insiste là-dessus. Nous, on le voit. Nous, on a des startups qui se lancent en chinois et qui ont des croissances incroyables. Les types sont tous dans un bureau à Paris, personne ne parle chinois. Google Translate est devenu un outil incroyable. Etc. etc. Et donc, cette opportunité globale, c'est quelque chose auquel vous devez réfléchir. Ce n'est pas parce que vous êtes en France, et c'est vachement bien de vivre en France, que votre premier marché est forcément la France. Aujourd'hui, avec Skype, etc., vous avez des opportunités énormes.
Et l'autre point, et alors ça c'est, je pense, le point le plus fondamental et qui est le changement le plus impressionnant, c'est qu'aujourd'hui, un petit Coréen, un peu gros, arrive à faire 1,6 milliard de vues en moins de 6 mois. Vous auriez vraiment cru qu'un chanteur coréen pouvait devenir une star mondiale? Et ça, c'est quoi? C'est le fait que les réseaux sociaux ont changé profondément la distribution à travers le monde. Pendant très longtemps, maîtriser la distribution, c'était maîtriser une barrière à l'entrée extrêmement importante. C'était maîtriser le fait que vous étiez le seul à parler aux clients. C'était les fameuses dépenses en marketing. Aujourd'hui, ces dépenses en marketing ne valent rien face à la puissance des gens. Qui a vu la dernière pub Shalimar? Ça fait rire? Non, vous déconnez. Vous n'allez pas au cinéma? Alors, je vais vous raconter l'histoire, ça me fascine. Qui va au cinéma ici? Bah non, mais attendez, vous n'avez pas pu la rater, elle est insupportable. C'est l'espèce de truc avec une nana qui dort dans un lit, c'est la petite amie de Bernard Arnault. Ouais, c'est interminable. Et ça a coûté une fortune, ils ont fait appel à des créateurs incroyables, ils l'ont distribué. Et en fait, la pub a donné lieu à des millions de commentaires extrêmement moqueurs sur Twitter, et c'est un four total. Et tous les gens qui ont fait la pub ont été virés de chez LVMH. Et ça montre en fait qu'aujourd'hui, dans notre monde, l'argent n'est plus suffisant. Vous pouvez être LVMH, vous pouvez faire un truc... Vous imaginez ce qui se passait avant? Avant, on nous imposait la petite amie de Thomas Arnault dans une pub débile. Ben, on rentrait chez nous, on se plaignait à nos amis, et puis c'était fini. Aujourd'hui, on a une caisse de résonance collective incroyable qui peut faire fléchir un empire. Et ça, en fait, c'est à la fois un danger pour toutes ces grandes entreprises, mais pour vous tous ici, c'est une vraie opportunité. Parce que si vous faites quelque chose de vraiment enthousiasmant, ça deviendra viral et ce sera partagé. Et il est là le point. Le point, c'est que trop d'entrepreneurs pensent que leur truc ne marche pas parce qu'ils n'ont pas les moyens marketing. Moi, j'ai énormément de gens qui viennent me voir à The Family en m'expliquant, voilà, j'ai fait mon produit et maintenant j'ai besoin d'argent en marketing. La vérité, c'est que si leur produit était enthousiasmant, ils n'auraient pas besoin d'argent en marketing, ils auraient besoin d'argent pour faire encore un meilleur produit et encore plus rapidement. Mais aujourd'hui, les dépenses marketing sont marginales. Le growth hacking, les réseaux sociaux, la distribution, le bouche à oreille sont des outils incroyables. Et notamment, l'un des arguments que je donne souvent aux entrepreneurs, c'est quand la dernière fois que vous avez acheté quelque chose parce que vous l'avez vu à la télé? C'est quand la dernière fois que vous avez acheté quelque chose parce qu'un ami vous en a parlé? C'est beaucoup plus récemment. Et ça, c'est valable dans l'ensemble des couches de la société française. Ce n'est pas simplement quelque chose qui se limite à notre microcosme parisien de gens qui font des startups. Aujourd'hui, les gens font beaucoup plus confiance à la recommandation donnée par leur réseau et par leur pairs qu'à n'importe quelle pub qu'ils voient. Donc les coûts d'acquisition sont en train de s'écrouler. C'est-à-dire les coûts d'acquisition, c'est l'argent que vous devez dépenser pour que les gens savent que vous existez. C'est de moins en moins pertinent. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, il y a toujours des budgets marketing, il y a toujours besoin de marketing, mais c'est de moins en moins essentiel. Pour vous donner un benchmark, Windows 95, c'était 800 millions de dollars dépensés dans la pub, 80 millions de dollars dépensés dans le produit. Ben ça marchait vachement bien en 1995. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, les gens vous disent que le truc est mauvais pendant qu'ils regardent le film. Maintenant, les gens tweetent qu'ils n'aiment pas le film pendant qu'ils sont en train de regarder le film. Allociné, tout ça, par exemple, dans l'industrie du film, a complètement ravagé les budgets marketing des films. C'est un point que vous devez avoir en tête, c'est que vous êtes face à un monde qui a profondément changé parce que ce qui avant était un avantage comparatif, c'est-à-dire maîtriser la distribution, aujourd'hui est à la portée et à la disposition de n'importe qui. À supposer que vous fassiez quelque chose de suffisamment exceptionnel. Et c'est là où vous devez avoir le courage de vous regarder dans les yeux et de vous regarder dans un miroir et de me dire, est-ce que mon produit, finalement, il est aussi bon que ça ou pas? Est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose qui m'enthousiasme ou est-ce que je suis obligé de forcer les gens autour de moi à faire semblant d'être enthousiaste pour pas que je déprime? En même temps, la barre est dure parce qu'il faut faire des très bons produits.
En même temps, d'un point de vue intellectuel, le problème n'a jamais été aussi simple. Faire des très très bons produits, c'est une première étape essentielle. Alors évidemment, après, il y a du travail pour le reste, pour la croissance, mais au moins, ça simplifie énormément le problème du début. Première étape, faire un produit incroyable. Quel que soit ce que veut dire faire un produit. Alors, ça aussi, c'est une grande bonne nouvelle. C'est l'histoire des grands groupes. Il y a des gens qui ont travaillé dans une vie antérieure, il y a des gens qui n'ont pas travaillé ici, il y a des gens qui travaillent, mais il y a quelque chose que tous les gens qui ont un jour fréquenté un grand groupe savent, c'est qu'ils ne sont absolument pas une menace pour qui que ce soit. Souvent, les entrepreneurs jeunes qui font des choses ont très peur d'être copiés par un grand groupe et ils se disent « Oh là là, mon Dieu, ce que je vais faire, quelqu'un va le copier ». Vous n'imaginez pas l'effort que ça nécessite à un grand groupe pour faire quelque chose. C'est-à-dire que quand vous voyez que Google n'arrive pas à faire Google Plus et Google Drive alors qu'ils sont quand même plutôt doués, vous laisse imaginer ce que ça donne quand c'est Lagardère qui vous copie. Donc, bonjour les amis de Lagardère. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais vraiment, les grands groupes ont profondément perdu leur capacité d'innovation pour une raison extrêmement simple, c'est que la structuration des grands groupes n'est pas une structuration où la prise de décision est possible. Par définition, dès que vous avez un comité ou une réunion, vous n'avez plus une start-up. Les start-up sont forcément, quelque part, des petites expressions de dictature. Et dans un grand groupe, il n'y a jamais de petite expression de dictature, il n'y a que la démocratie. Et la démocratie, c'est un système politique formidable parce que ça nous protège du despotisme des autres. Mais dans une entreprise, la démocratie, ça ne fonctionne pas. C'est pas la peine de croire. Toutes les expériences d'entreprise hyper collaboratives, machin, c'est tous des fours. La vérité, c'est que soit il y a des gens qui savent profondément ce qu'ils ont envie de faire et ils avancent comme une armée extrêmement exécutante et extrêmement fort, soit vous êtes un grand groupe sans les moyens. Et vous faites plein de comités, de réunions, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui rend les startups tellement enthousiasmantes et dangereuses. Parce qu'elles sont des menaces incroyables pour les grands groupes. Alors, une autre bonne nouvelle, et ça, je vais en parler parce que c'est ni du marketing, c'est vraiment une position d'investissement extrêmement forte à The Family. On peut croire de l'extérieur que tout ce qu'on fait, tout le ramdam qu'on fait à propos des femmes dans l'entrepreneuriat, blablabla, c'est quand même pas mal en termes d'image, ça nous fait passer pour des gens super cool, etc., etc. Puis en plus, ça donne une image moderne, etc. Maintenant, parlons d'un point de vue d'investisseurs et de retour sur investissement. L'émergence des femmes dans l'entrepreneuriat est la plus grande opportunité des 10 dernières années pour une raison très simple, c'est que 90% des investisseurs restent des machistes. Par définition, quand vous êtes confronté à un problème de ce type-là et que vous allez contre le courant, quand ça marche incroyablement bien. Forcément. Parce que comme personne n'a cru en vous, il n'y a pas de concurrence. Et quand il n'y a pas de concurrence et que ça marche, c'est tout de suite dominant. Et pourquoi les femmes sont une opportunité incroyable? Parce que je pense que la plus belle chose qu'on puisse faire en tant qu'entrepreneur, c'est résoudre des problèmes qu'on a. Or, actuellement, l'entrepreneuriat est dominé par des gens extrêmement brillants qui répondent à des problèmes extrêmement fascinants, mais qui sont majoritairement des problèmes de garçons. Or, tous les problèmes que les femmes peuvent résoudre sont des opportunités énormes. Et en plus, au passage, par définition, et ça c'est quelque chose à laquelle je crois énormément en tant qu'investisseur, il faut toujours miser sur les gens qu'on n'attend pas. Vous êtes dans un monde où on ne prend pas les femmes au sérieux d'un point de vue chef d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des investisseurs se font des grandes idées sur à quoi ressemble un entrepreneur. Notamment, ils regardent les entrepreneurs tels qu'ils les voient à la télé et ils se disent « je cherche ça 10 ans avant ». Mais souvent, et parlons de ce sujet-là, parce que hier, il y a un article génial qui a expliqué qu'on est entrepreneur, on ne le devient pas. Et notamment, on pourrait croire qu'il y a des qualités essentielles qui caractérisent les entrepreneurs. La confiance en soi, etc., etc.
Le problème, c'est que ces qualités, on les voit chez les entrepreneurs post-succès. On les voit rarement pré-démarrage. Sean Parker raconte à tout le monde une histoire qui, moi, me fait toujours mourir de rire. C'est que le jour où Zuckerberg a été ouvrir son compte dans la banque, il avait tellement peur d'avoir des dettes à titre personnel qu'il a dit à Sean Parker, écoute, si tu veux, tu ouvres le compte à ton nom et je te donne mes actions. Et moi, je suis salarié. Et on parle aujourd'hui d'un des plus grands entrepreneurs de notre génération et on parle d'un type qui, quand il parle en public, impressionne tout le monde. Je peux vous dire qu'il y a 10 ans, c'était pas ça. Il y a 10 ans, c'était un gamin de 19 ans qui savait absolument pas ce qu'il faisait et qui a eu la chance incroyable d'être accompagné par quelqu'un qui a profondément cru en lui et qui lui a laissé ses actions et qui lui a dit rentre. D'ailleurs, j'imagine souvent qu'est-ce que serait cette histoire si c'était pas Sean Parker, mais Gérard de la Fourchadière qui lui dit oui, donne-moi tes actions, tu as raison, tu n'es pas encore prêt à être entrepreneur. Et bien, il n'y aurait pas eu Facebook, je peux vous le dire. Les femmes, la diversité, etc. Si vous êtes dans une situation où, d'une façon ou d'une autre, vous vivez une discrimination, vous êtes dans le seul secteur où c'est un avantage comparatif. C'est quand même assez étonnant. Alors évidemment, je ne suis pas à souhaiter que les discriminations soient fortes, mais en tout cas, je reconnais que dans notre perspective, c'est un avantage extrêmement fort. Donc on est super content que plein de femmes soient dans coup d'État. L'autre point, c'est que le web n'a jamais été aussi gros. Réfléchissez à ce sujet-là. Je ne comprends pas comment les Google et toutes ces boîtes qui se sont lancées en 2003 ont pu avoir le courage de se lancer. Parce qu'à l'époque, Internet, c'est 60 millions de personnes dans le monde. 60 millions de personnes dans le monde, c'est un tout petit marché. Et pourtant, ils ont réussi à convaincre les gens que ça allait devenir quelque chose d'incroyable. Aujourd'hui, des gens connectés d'une façon ou d'une autre sur Internet, c'est 1,8 milliard de personnes. Ça veut dire que même des toutes petites choses peuvent rencontrer des succès incroyables. Vous êtes dans des échelles où des niches peuvent devenir des opportunités incroyables. Pensez à Evernote Essential dont je vous citais tout à l'heure. Il y a 20 millions de personnes qui ont téléchargé Evernote. Il y a 2 millions de personnes qui ont acheté son bouquin. C'est une opportunité incroyable. Et il est là le point. 2 millions de personnes sur 1 milliard de gens, il y a encore une opportunité de croissance géante. Même les Facebook, etc., sont dans des logiques. En plus, on a la chance dans cette industrie où les leaders de l'industrie sont dans des boulimies de croissance incroyables et ils poussent. Aujourd'hui, Facebook, leur but, c'est d'avoir 6 milliards de personnes sur Terre qui ont Internet et ils sont prêts à payer les satellites eux-mêmes pour que ce soit le cas. Donc le marché n'est pas en train de réduire. C'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes porté par un tsunami qui est énorme. Donc que vous vouliez faire un spa, que vous vouliez faire je ne sais pas quoi, que vous vouliez faire n'importe quel business qui n'a pas l'air d'être connecté de près ou de loin à l'Internet, l'opportunité de votre génération est de le connecter à l'Internet. Parce que c'est un outil et un instrument qui change tout. Que vous soyez Internet natif ou pas. Pensez Uber. Qui connaît Uber? Ouais, ben voilà. Pauvre taxi, quoi. Donc le monde, il n'est pas en train de changer. Et ça, c'est un point où j'aimerais que vous soyez tous convaincus. Le monde n'est pas en train de changer. Le monde a déjà changé. La révolution numérique, elle n'est pas en train d'avoir lieu. La révolution numérique a déjà eu lieu. Je sais qu'on peut avoir un peu l'impression en France que dans l'environnement, tout ça, en fait, n'a pas déjà eu lieu, parce que quand on parle à toutes nos élites, elles ont l'air de découvrir tout ça, mais c'est bien les seuls au monde. Sur les 10 plus grandes capitalisations boursières du monde, la plupart sont des boîtes du numérique. C'est fini, c'est un truc d'establishment. On n'est plus au début de l'Internet, on n'est plus en 1993 avec des pirates qui font des trucs en se disant « ouais, peut-être que ça va exister ». Non, Internet est devenu un sujet sérieux avec des business viables, des modèles économiques rentables et avec des opportunités extraordinaires. Donc, à l'intérieur de notre groupe, il n'y a plus de débat sur ce sujet-là. C'est un sujet évacué. Et c'est un sujet évacué dans votre cœur aussi, parce qu'il faut que par rapport au monde extérieur, vous ne soyez plus dans une démarche de justification.
Et ça, c'est le premier point qui est extrêmement important en tant qu'entrepreneur, c'est que vous ne devez pas être dans une démarche de justification. Si vous êtes dans une démarche de justification parce que vous avez peur de passer pour un fou, il faut passer au-delà de ça. Peu importe ce que les gens pensent de vous, de toute façon, la seule chose qui compte, c'est que vous finissiez par faire quelque chose qui marche. Et que les gens pensent du bien ou pensent du mal de vous, c'est un effet parfaitement neutre en fait. Parce que les gens ne comptent pas, la seule chose qui compte, c'est votre cible et c'est vos clients. Ce que j'espère qu'on va faire tous ensemble, c'est qu'on va devenir des magiciens. Et j'insiste beaucoup sur cette idée de magicien, je trouve que c'est la meilleure métaphore. Parce que, qu'est-ce que c'est un magicien? Vous savez, dans Harry Potter, tant qu'ils n'ont pas réussi à lancer le sort en le prononçant correctement, le sort ne part pas. Mais le jour où il part, il est extraordinaire. Et bien, c'est exactement la même chose, l'entrepreneuriat de nos jours. C'est que vous pouvez rester très 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 longtemps à zéro, mais le jour où ça part, ça devient extraordinaire. Aujourd'hui, une boîte, c'est un truc qui démarre toujours en fanfare. Il faut se méfier de la fanfare. Parce qu'on est dans un monde qui a eu un attrait de la nouveauté incroyable. Donc la courbe au début est toujours vers le haut. Alors évidemment, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance, ils n'ont même pas ce début de courbe. Bon, ça, on parlera de ce sujet-là, mais à partir d'un moment, vous avez le début de cette courbe. Et en général, ça retombe très vite. Ça retombe très vite et vous rentrez dans les limbes de la perdition, dans les limbes du désespoir. C'est que vous croyez qu'après votre article dans TechCrunch ou je ne sais pas quoi, ou dans Le Monde ou 20 minutes, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et puis en fait, il n'y a rien de fait, c'est la cata. Et commence en fait le très 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 long travail pour découvrir ce qui se passe. Puis petit à petit, vous allez commencer à finir par vous dire qu'il faut faire quelque chose de radical. Et c'est le démarrage, il y a marqué « Release of Improvements », c'est le fait de mettre en place des nouveautés. Et en général, c'est à ce moment-là que la plupart des boîtes meurent, parce qu'elles ont le crash of ineptitude. C'est que, en fait, les rares personnes qui les aimaient, bah là, ils les détestent, puis c'est fini. Vous avez réussi à vexer vos 50 clients, et puis en fait, il n'y a rien. Mais si vous arrivez à survivre à ce moment de radicalité où vous faites vraiment les choses différemment et vous passez, eh ben, il commence à se passer un petit phénomène, c'est que vous commencez à avoir des pics de temps en temps de croissance, et vous commencez à comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que ma société arrive à convaincre les gens. Et ensuite, vous avez l'acquisition de la liquidité, c'est-à-dire vous avez une courbe. Et les courbes dans notre monde sont forcément exponentielles. Elles ne sont pas linéaires. C'est-à-dire vous êtes à zéro pendant très longtemps, plus ou moins longtemps, mais le jour où vous avez de la croissance, c'est inimaginable. Et vous ne pouvez jamais comprendre ce qui se passe quand vous avez de la croissance. Uber, quand ils ont fait leur dossier investisseur, ils ont expliqué que dans 1 an, après leur création, ils feraient $1 million de chiffre d'affaires. 1 an après leur création, ils ont fait 20 millions. S'ils avaient écrit que la première année, ils allaient faire 20 millions de chiffre d'affaires, ils auraient été mentalement fous en fait. Parce que ça n'a pas de sens. Mais la vérité, c'est que le succès n'a jamais de sens. Le succès, c'est toujours quelque chose qui nous dépasse, qui est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine. Par contre, l'échec est toujours plus fort que le fameux scénario pessimiste. Vous savez, les entrepreneurs font toujours un scénario pessimiste, moyen, optimiste. Moi, je n'ai jamais vu aucun de ces scénarios se réaliser. C'est-à-dire que soit l'optimiste, en fait, il n'était pas si optimiste que ça, et il est largement dépassé. Soit le scénario pessimiste, il n'est même pas atteint au quart du début du truc. Et c'est extrêmement déprimant. Donc il ne faut pas lâcher, il faut que vous compreniez que la seule chose qui fait une start-up, c'est la détermination. Si vous voulez une définition un peu plus drôle d'une start-up, c'est une société en état de faillite permanente qui ne tient que par la détermination de ses fondateurs. Et ce n'est pas autre chose. Vous êtes tous structurellement en faillite. Parce que par définition, une boîte qui ne sait pas comment gagner de l'argent est une société en faillite. Une société n'est pas en faillite à partir du moment où elle a un modèle de revenus prédictif. Donc même si vous avez levé des millions d'euros de venture capital, en fait, vous êtes en faillite. Parce que vous n'avez aucune idée de comment les rendre. Alors, ce n'est pas grave, vous pouvez avoir du temps devant vous, vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez tester des choses, mais vous ne devez jamais vous illusionner sur le fait que vous soyez un succès ou pas.
la seule façon pour une entreprise d'être un succès, c'est d'avoir un business model sain. Il n'y a pas d'autre façon. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'avoir dès le premier jour. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas ne pas prendre beaucoup de temps pour l'avoir. Mais tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas se mentir à soi-même. Et on ne peut pas imaginer qu'on ait un succès. Parce qu'on est dans une situation extrêmement dangereuse, c'est qu'on n'a aucune idée de quoi demain sera fait. Le jour où on sait de quoi demain sera fait, on est dans une situation plus enthousiasmante. Alors on va prendre 3 exemples. Le premier, c'est Airbnb. Alors vous pouvez prendre note, il y a une vidéo que vous devez tous aller voir. C'est Brian Chesky à Startup School. Vous tapez Y Combinator Startup School, d'ailleurs on le mettra sur Brain, je suis con. Enfin. C'est vraiment une vidéo à aller voir, on va la mettre sur Brain. C'est une vidéo extrêmement enthousiasmante parce qu'elle raconte l'histoire de Airbnb sur les 36 premiers mois. Airbnb, pendant 36 mois, c'était 0. Mais 0. Et puis d'un seul coup, ça a été quelque chose et ils sont devenus profitables en moins de 3 mois. Ça, vous imaginez que vous passez 3 ans de votre vie à ne même pas faire une seule transaction et que le jour où vous commencez enfin à faire des transactions, vous devenez rentable en moins de 3 mois et vous payez des salaires. Et alors, à tel point, à un moment, et vous verrez, c'est mon passage préféré dans la vidéo, ils étaient tellement mal, ils avaient tellement de dettes sur leur carte de crédit, parce qu'ils vivaient sur des cartes de crédit pour survivre pendant 3 ans, que les banquiers, les huissiers les harcelaient. Et ils ont créé pendant la campagne Obama un paquet de céréales qui s'appelle Obama O. Et ils se sont dit, on va faire 10 000 paquets qu'on va vendre $2 chacun et ça va faire les $20 000 de dettes qu'on doit rembourser, $2 de profit. Et donc, ils ont été voir un fabricant de paquets de céréales en lui disant qu'il fallait fabriquer 20 000 paquets qu'ils allaient vendre et ensuite, ils rembourseraient. Et le type leur a dit, ah, très drôle, les gars, ça ne se passe pas comme ça. Les paquets de céréales, ça se paye d'avance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous en imprimer 500 parce que vous êtes sympa. Et si ça marche, vous venez me rembourser l'impression des 500. Et donc, en fait, ils n'ont imprimé que 500 et ils les ont fait en édition limitée. Et ils les ont vendus $99 pièce. Et donc, ils en ont fait 500 Obama O et 500 Captain McCain. Ils ont vendu un Captain McCain. Et ils ont vendu en 1 heure les 500 paquets Obama. Et le lendemain, ils étaient sur eBay à $1 500. Et ils se sont dit, merde, on ne les a pas vendus assez cher. Donc, Brian Chesky appelle sa maman. Et sa maman lui dit, ah, je suis super fier de toi, tu as lancé une compagnie de céréales. Donc, vous voyez, ça peut être très très long le chemin vers le succès. Je crois que les 36 mois d'Airbnb, c'est l'extrême en fait, dans les sociétés connues. Il y a le cas Uber. Uber a testé son business model en tout et pour tout 5 jours. C'est-à-dire que le lundi, ils ont eu l'idée, le vendredi, c'était lancé, et le lundi d'après, ça marchait déjà. Et la croissance était plus rapide que prévu. Et donc, vous voyez, il n'y a pas de bonne histoire en fait. Est-ce que vous préférez être le fondateur d'Airbnb ou de Uber? Franchement, peu importe. La seule chose qui compte, c'est d'avoir une boîte de ce type-là. Après, forcément, c'est quand même plus sympathique de le faire en 5 jours qu'en 36 mois. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça peut être très long, ça peut être très difficile. On peut avoir envie de lâcher à plein de moments. Mais la vérité, c'est que si on essaye suffisamment longtemps, on finit toujours par réussir. Et notamment, je donne l'exemple. Il y a un exemple qui me fascine. C'est qu'à l'infini, n'importe qui peut résoudre n'importe quel problème de maths. Si vous donnez un problème de maths à quelqu'un et que vous l'enfermez dans une pièce, il y a des gens qui ont fait ces expériences. Les gens finissent toujours par trouver la solution au problème. Toujours. Il y a des gens qui trouvent la solution en 5 minutes, en 30 secondes. Il y a des gens, il leur faut 1 semaine. Mais à long terme, les gens trouvent forcément la solution. Et c'est exactement la même chose dans l'entrepreneuriat. C'est que si vous essayez suffisamment fort, suffisamment longtemps, vous finirez toujours par trouver. Toujours. Mais ça peut prendre très longtemps. Je vais rajouter un exemple. Qui a joué à Draw Something? C'est le Pictionary version Facebook. Vous envoyez à quelqu'un un truc à dessiner, il doit le dessiner, et puis voilà, Draw Something. L'histoire de Draw Something, c'est l'histoire d'un entrepreneur qui a fait 7 entreprises avant d'en réussir une. Et qui a perdu de l'argent les 7 fois. La personne qui a gagné le plus d'argent, c'est Ron Conway, dans Draw Something,
parce qu'il a investi dans les 7 boîtes du type. Et Ron Conway a dit, c'est une histoire assez marrante, il a dit, le type a perdu mon argent une fois. Il est venu me voir, il m'a dit avec autant d'enthousiasme que la première fois, il m'a dit, la première fois j'avais eu tort pour telle et telle raison, maintenant j'ai compris comment réussir une boîte. On a fait une deuxième, donc Ron Conway a remis de l'argent une deuxième fois. Le type a perdu l'argent, il est venu. Et il a fait ce coup-là 7 fois. Et Ron Conway est la seule personne à avoir mis de l'argent 7 fois. Ron Conway a gagné 1700 fois son investissement. Le type a 45 ans, je crois, ou 43 ans. Il n'a jamais lâché l'affaire. Je ne vous souhaite pas de faire 7 boîtes et de passer 20 ans avant de gagner votre vie, mais c'est la preuve que vous pouvez aller très loin. Parce qu'il suffit d'avoir raison une seule fois. Et c'est ça le point. Et personne ne se souvient de ses échecs. Aujourd'hui, ce type est reçu en conférence comme un exemple. Moi, c'est la dernière personne que je mettrais comme exemple devant qui que ce soit, quoi. C'est juste trop dur comme histoire. Ça ne peut pas être une histoire qui peut inspirer les gens. Parce que si les gens se disent « Ah, il faut échouer 7 fois pour réussir », c'est déprimant. Mais la vérité, c'est que même lui, tout le monde a oublié ses échecs. D'ailleurs, quand il se présente dans la presse, il dit « Voilà, j'étais entrepreneur, j'ai fait quelques boîtes, et puis celle-là, c'est celle qui a le mieux marché. » Personne ne sait que c'est le plus gros four de la vallée, ce type. Je me souviens quand il était à Y Combinator, tout le monde faisait des blagues sur lui. Dans le batch, c'était la blague totale. Et ben, il les a ignorés, il a avancé, et franchement, respect. Virool, c'est une boîte que vous ne devez pas connaître, vous pourrez aller voir. Mais Virool, c'était pour vous donner un exemple B2B ennuyeux, pour pas n'avoir que des exemples B2C extrêmement shining. Mais Virool, c'est une société qui aide les grandes boîtes à avoir leurs vidéos sur YouTube qui deviennent un peu plus virales. Virool, ça a été fondé par 2 Russes qui ont galéré comme des barges puisqu'ils ont fait aucun revenu pendant 18 mois sur le même produit. C'est-à-dire qu'ils ont changé la présentation de leur produit, leur slide, leur machin. Et le premier mois où ils ont fait des revenus, ils ont fait 200 000 $. Et depuis, ils doublent leurs revenus tous les mois au point qu'aujourd'hui, ils sont à 1 500 000 € de profit par semaine. Par semaine. Virool, c'est vraiment l'histoire de soit vous avez compris comment ça se vend, soit vous n'avez pas compris. Et quand vous avez compris, c'est toujours plus fort que vous. Personne n'aurait imaginé qu'il y aurait une telle demande pour un produit pareil. Mais la vérité, c'est que tant qu'ils n'avaient pas trouvé la formule magique, le sortilège ne partait pas. C'était impossible. Vous n'allez pas imaginer que Virool a fait, quand je dis zéro, c'est ils ont fait 1 000 € ou 2 000 $ de... Non, ils ont vraiment fait zéro pendant 18 mois. C'est-à-dire que vraiment, pendant 18 mois, il n'y a même pas un type qui a voulu... Ils étaient tellement désespérés à des moments qu'ils proposaient à des types de payer juste le coût de l'opération. Parce qu'il fallait acheter un compte premium sur YouTube et il fallait juste payer quelques pubs. Et ils leur disaient, on fait tout gratuitement, on fait le conseil, on fait votre campagne, on fait tout... Faut juste que vous mettiez 1 000 $ sur la table pour les coûts parce qu'on ne les a même pas en fait les 1 000 $. Et les gens disaient ah ouais non. C'est super intéressant, revoyons-nous le mois prochain. Et le jour où ils ont compris le truc, ça a tout changé. Et la différence entre eux et les autres, c'est qu'ils n'ont pas passé 18 mois à faire la même chose. Et elle est là la différence entre la détermination et l'obstination. C'est que la détermination, c'est de passer 18 mois à répéter la même chose à un maximum de gens en espérant que quelqu'un va finir par dire oui. La détermination, c'est tout faire pour que ça marche le plus vite possible. Et ils ont vraiment changé radicalement ils ont même changé 3 fois de nom. Parce qu'à un moment, ils se disaient, ouais, si ça se trouve, les gens n'aiment pas notre nom, alors ils changeaient de nom. Je crois qu'ils s'appelaient AdTech au début ou un truc comme ça. Enfin, et Virool, bon. Ils ne savent même pas, en fait, qu'est-ce qui est exactement... Ils ont testé tellement de choses dans tellement de sens qu'ils sont incapables de dire, en fait, qu'est-ce qui est vraiment le truc qui a fait que ça a fini par décoller. Mais vaut mieux ne pas savoir pourquoi ça décolle et que ça décolle que savoir exactement pourquoi ça ne décolle pas. C'est d'être un meilleur côté de la barrière. Alors, juste pour finir très rapidement, comprenez ce qu'est un magicien. Un magicien, c'est quelqu'un qui cherche la bonne formule. Il ne veut pas juste se donner l'impression de faire des efforts. Vous êtes dans un milieu où l'effort est nécessaire mais ne compte pas. Quand vous travaillez pour un patron, vous pouvez vous planter, avoir bien travaillé, les gens vous félicitent parce que vous avez fait du bon travail. Dans l'entrepreneuriat,
vous êtes dans du sport de haut niveau, personne ne vous félicitera. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Il n'y a pas de milieu. Et personne n'en a rien à faire que vous soyez de bonne volonté. Le marché en a rien à faire, les investisseurs en ont rien à faire, nous, on n'en a rien à faire. Enfin, la seule chose qui est enthousiasmant, c'est que vous ayez fini par comprendre quelque chose que personne d'autre n'a compris. Mais le travail, les efforts, etc., c'est nécessaire, mais ce n'est pas quelque chose qui se valorise. La deuxième chose, c'est qu'un magicien, c'est que la bonne formule, elle est exponentielle. Vous n'êtes pas dans le linéaire. Donc arrêtez avec ces histoires de « je vais essayer de prédire mes revenus ». Les revenus sont imprédictibles. La seule chose qui est prédictible, c'est les coûts. Regardez, on est dans un milieu où tout le monde dit « ah, les business plans, ça ne marche pas. Il faut le faire, mais en fait, on sait très bien que ça ne se réalisera jamais. » Si on sait que ça ne se réalise jamais, on ne le fait pas. Et pourquoi ça ne se réalise jamais? Parce que les hypothèses de revenus ne sont pas appréhendables. Par contre, ce qui est appréhendable, c'est les hypothèses de coûts. Combien ça va vous coûter de faire votre rêve, ça c'est facile de le déterminer. Et c'est un point beaucoup plus intéressant. Donc les 7 ingrédients du magicien. 1, il faut un produit qui résout un problème pour une cible spécifique. Tout ce qui ne rentre pas dans cette définition, c'est de la merde. Je ne dirais pas autrement. C'est même pas la peine. Tous les gens qui disent « ouais, mais mon truc, en fait, c'est un peu plus compliqué, c'est pas vraiment un problème, machin. Ok, c'est incompréhensible, ça marchera jamais. C'est même pas la peine d'essayer. » Soit vous arrivez à résoudre un problème spécifique pour une cible spécifique et vous avez le début d'une histoire. Ça ne veut pas dire que le problème ne peut pas grandir et que la cible ne peut pas grandir. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de résoudre le truc le plus gros pour la cible le plus gros dès le début, mais il faut que vous ayez une définition simple de ce que vous faites. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas la peine. La deuxième chose, vous êtes en France, l'argent n'est pas illimité. Le seuil maximal que vous pouvez trouver d'argent, c'est 1 million. Toute idée qui coûte plus d'1 million pour passer la première étape est une idée qui n'existe pas en France. Je suis désolé de vous le dire. Si vous êtes dans des idées qui ont besoin de plus d'1 million pour réussir sur la première étape, donc que la première marge de dépense soit de plus d'1 million, déménagez et changez de pays. Les États-Unis vous accueilleront à bras ouverts en immigration illégale. Ce n'est pas la peine d'espérer. J'en vois plein qui essayent, qui disent « ouais, mais si ça se trouve, en France, c'est possible ». Ça ne l'est pas. Il n'y a pas les montants nécessaires. Et ce n'est pas la peine de se prendre la tête parce que c'est structurel en fait. Il n'y a juste pas assez d'argent. Peut-être que dans 5 ans, quand il y aura suffisamment de business à moins d'1 million qui auront eu du succès, peut-être qu'il y aura, mais pour l'instant, il n'y a pas. Donc concentrez-vous sur des idées dont la première étape coûte moins d'1 million. 1 million, c'est faisable. Trouver 1 million pour une idée enthousiasmante en France, ce n'est pas impossible. C'est dur, mais ce n'est pas impossible. Troisième chose. Quel que soit votre business, qu'il soit physique ou pas, qu'il soit virtuel, Internet ou pas, il faut que votre stratégie de distribution primaire utilise et prenne le leverage des outils à votre disposition. Facebook, l'Internet, les emails, etc. Vous devez acquérir une compétence dans ces outils-là le plus rapidement possible. Modèle de revenu simple. Ce n'est pas la peine de vous prendre la tête. On va parler des business models en détail. On va voir l'ensemble des business models possibles. On va faire des cours théoriques sur les business models. Mais la vérité, c'est que c'est toujours la même histoire. Prenez la liste des 150 sociétés qui marchent le mieux dans le monde. Vous verrez qu'elles ont tous un modèle de revenu simple. Pourquoi tous les entrepreneurs qui se démarrent ont des modèles de revenus compliqués à 3 bandes, en passant par 10 acteurs et en mettant des commissions à droite et à gauche? C'est simplement pour se raconter une histoire qui excuse le fait que personne n'a envie d'acheter quelque chose de simple que vous faites. Mais la vérité, c'est que si vous regardez honnêtement ce qui se passe dans ce monde, il n'y a que les business models simples qui fonctionnent. Prototype fonctionnel avant la levée. Les levées de fonds sans montrer quelque chose, ça n'existe plus. C'est fini. Les levées de fonds sur papier, ça n'existe plus. Il faut résoudre beaucoup de problèmes avant de pouvoir lever des fonds. Et donc, ça veut dire qu'il faut être capable de faire quelque chose de ses 10 doigts et ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir fabriquer pas mal de choses avant de démarrer. On viendra sur ces questions de prototype. Il faut avoir un début de traction. Je vais vous avouer quelque chose. Nous, on a un critère tout bête pour prédire si une startup sera un succès ou pas dans The Family. C'est de regarder la croissance par semaine.
Alors, ça permet de le prédire à partir du moment où ils ont atteint ce niveau. Il y a des gens qui n'ont pas cette croissance pendant des semaines, qui finissent par l'avoir, et donc on sait que c'est un succès. C'est ça que je veux dire. Ça ne permet pas de prédire à l'origine que c'est un succès. Mais toute startup qui a plus de 5% de croissance de semaine en semaine en termes de nouveaux utilisateurs est un succès. C'est assez mécanique. Pourquoi? Quel que soit le volume d'utilisateurs, ça peut être 100 personnes, puis 105, 110, 120, ça peut être à toute petite échelle, mais c'est rien du tout. Parce que 5% en partant de 50 utilisateurs, au bout de 36 mois, ça fait 1 million d'utilisateurs. 5% par semaine composés. Et donc, si les 5% sont fiables et ne sont pas dus à du marketing ou de la presse ou je ne sais pas quoi, mais que c'est vraiment 5% organique, naturel, et que vous le constatez de semaine en semaine, vous savez que vous avez trouvé quelque chose et vous savez que le succès géant va venir. Parce que même en partant d'une toute petite échelle, ça finit par faire quelque chose de très gros. Je vous dis 55% composé, 36 mois, 1 million, vous pouvez vérifier. C'est vraiment incroyable en fait. 5% de croissance par semaine, c'est 1500% de croissance composée par an. 1500% de croissance, c'est énorme. La croissance, c'est la vie. Une boîte qui ne croît plus, c'est une boîte qui meurt. L'équipe. Soyez hyper dur dans votre équipe. C'est pire qu'un mariage. Vous voyez votre cofondateur plus que votre compagnon. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce que ça veut dire s'associer à quelqu'un. S'associer à quelqu'un, c'est le voir à longueur de journée et dans tous les moments les plus stressants de votre vie. C'est vraiment pire qu'un mariage. Enfin, je dis ça, je sais pas, je ne suis pas marié, mais enfin, tous les gens qui sont mariés me le disent, donc c'est que ça doit être vrai. Donc, il faut avoir des compétences fortes dans l'équipe fondatrice et vaut mieux retarder un projet de 6 mois le temps de trouver quelqu'un plutôt que démarrer et se dire « je trouverai quelqu'un ». C'est vraiment très important de faire un effort extrêmement fort sur la constitution de l'équipe. Ne pas avoir d'équipe forte, c'est en fait ne pas avoir réussi à convaincre des gens de talent sur une idée. Pensez-y, c'est un test incroyable en fait. Si vous n'arrivez pas à convaincre des gens de rejoindre en tant que cofondateur votre aventure, comment vous pensez que vous allez convaincre des gens en tant qu'investisseurs, en tant que partenaire, en tant que client, etc. C'est le premier pass-fail test absolu. Et le regarder en face, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, après, vous pouvez démarrer au sens où vous êtes suffisamment compétent tout seul pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire pour démarrer. Dans ce cas-là, vous pouvez démarrer en solo fondeur et utiliser ça comme leverage pour convaincre des cofondateurs. Mais s'il vous manque une compétence, vous ne pouvez pas démarrer. C'est vraiment essentiel d'être très dur là-dessus.